En tout cas, welcome, soyez les bienvenus, car nous allons parler d'un truc d'avenir qui s'appelle la sécheresse. Et oui, on attaque le structurel. Il y a encore quelques personnes, pas forcément dans la salle, qui ne sont pas encore persuadées de ça, mais nous avons quand même un certain nombre de climatologues, d'hydrologues, de météorologues qui sont quand même assez au point sur ces sujets-là. Donc nous avons écouté la science. Nous aurons aussi d'ailleurs un ami du BRGM, donc qui nous rejoindra d'ici quelques instants, donc Benjamin Lopez, pour faire un petit peu le point sur quand même ce qui les concerne particulièrement, donc les eaux souterraines, même s'ils connaissent aussi les eaux de surface. Et puis donc on a ces différentes tables avec des retours d'expérience. On n'aura pas Yves Cocher, ça je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Voici, simplement, c'est qu'il est réquisitionné par le préfet de la Vienne. Hop, on passe en sécheresse. Ils sont hors sec depuis ce matin ou depuis hier soir. Et donc, ils sont un petit peu coincés. On aura d'autres retours d'expérience, mais on est vraiment malheureusement dans cette actualité. Et puis, en fin d'après-midi, enfin dans l'après-midi, on tentera de repolitiser la gestion de l'eau pour faire face à ces différents défis. Et Bérangère Couillard a la gentillesse de venir aussi conclure, on va dire, comme un petit peu ses travaux. Est-ce que tout le monde est là? Peut-être pas. D'abord, je ne sais pas combien vous êtes, c'est pas moi qui vais vous le dire. Si, vous êtes un peu plus d'une centaine, formidable. Et avec beaucoup d'élus. On est très heureux de ça. Très heureux de ça, parce que c'est vrai que jusqu'à pas si longtemps, le domaine de l'eau, c'était un peu de l'entre-soi. C'est normal d'ailleurs, ça tournait très bien avec des techniciens assez remarquables un peu partout en France. Le problème de la quantité ne se posait pas et maintenant il se pose. Alors c'est vrai que depuis cet été, les élus sont emparés du sujet. Alors il y en a qui étaient déjà très éclairés, qui sont déjà dans la salle, bien sûr. Moi je parle d'une manière beaucoup plus générale. Est-ce que c'est bon, cher Hervé? Est-il là? Oui, il est là. Alors bonjour à toutes et à tous, au nom de votre fédération nationale. Moi je m'appelle Denis Chessou, je travaille un petit peu sur France Inter depuis que je suis tout petit. Sur les problèmes de l'eau, c'est vrai que... Alors j'ai cette chance, j'aimerais ne pas l'avoir, mais d'être appelé déjà par, je sais pas, 7, 8, 10 départements, des conseils départementaux, des préfets, parce que tout le monde fait son plan avenir de l'eau. C'est-à-dire, ça va être quoi l'avenir de l'eau dans Lyon, l'avenir de l'eau dans les Alpes de Haute-Provence, l'avenir de l'eau dans le Gers, etc. Et on voit toujours les mêmes interrogations quand même qui sont là. Hervé Paul, cher vice-président de cette fédération, la FNCCR, référent pour le cycle de l'eau. Là, c'est à ce nom-là que vous allez donc accueillir nos amis. Après, tout à l'heure, en tant que vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, mais là, ce sera au moment de notre première table ronde pour accueillir nos amis. Donc, Hervé Paul, je vous en prie. Merci, bonjour. Merci. D'abord, je voudrais saluer les parlementaires qui sont parmi nous aujourd'hui, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les journalistes. Bienvenue au deuxième forum de la FNCCR dédié à l'eau. Je voudrais tout d'abord commencer par excuser le président de la FNCCR, Xavier Pinta, qui m'a chargé de vous transmettre, bien sûr, tout l'intérêt que porte notre fédération à ce sujet ô combien d'actualité. Et je profite pour saluer Pascal Sokolov, le directeur général de la FNCCR, et les services qui ont organisé cette manifestation. D'abord, quelques mots pour rappeler que la FNCCR, c'est une association constituée exclusivement de collectivités locales et de leurs établissements publics, entièrement dévolue à l'organisation des services publics de l'énergie, de l'eau, du numérique et des déchets, et leur adaptation au changement climatique et à la transition énergétique. La sécheresse est évidemment un sujet particulièrement d'actualité pour l'ensemble de la société, et notamment les collectivités en charge des services publics de l'eau. Après une année 2022 marquée par une crise de sécheresse qui a été subie sur la quasi-totalité du territoire national, métropolitain, j'allais dire, nous avons entamé l'année 2023 par un hiver particulièrement sec, avec 32 jours consécutifs sans pluie. Depuis, si certains territoires ont eu la chance de voir le niveau de leurs ressources revenir à la normale, je discutais avec Antoine tout à l'heure, c'est le cas pratiquement en Bretagne, sur la façade Atlantique Nord, d'autres départements font déjà face à la crise et une grande partie du territoire métropolitain reste sujet à une nouvelle situation de crise cet été. Je crois que même c'est pire
Parce que le fait qu'il ait un peu plu, on se dit, bon, ça y est, 2022, c'est derrière nous. 2023, on est revenu à la normale. En fait, pas du tout. Et on va mesurer, on le voit déjà dans les Pyrénées-Orientales, hein, les effets cumulés de l'été 2022 plus de la sécheresse hivernale 2023. Parce que si les nappes ont un peu monté, elles n'ont pas retrouvé leur niveau de croisière. Et on est très, très en dessous des moyennes. Mais il ne faut pas oublier que les moyennes, c'est aussi des niveaux hauts et des niveaux bas. Donc on est en référence à la moyenne, on n'est pas en référence par rapport à des niveaux hauts. Et ça, c'est vraiment... Ça peut être un sujet de démobilisation, ces quelques pluies. Voilà, sur le territoire des Alpes-Maritimes, on a eu une sécheresse terrible. Il a plu un peu au mois de mai. Alors on va dire, ah ça y est, au mois de mai, il a plus que d'habitude. Oui, mais ça fait 23 mois qu'on n'a pas dépassé la moyenne. Donc, vous voyez, le compte n'y est pas. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation. La connaissance des prélèvements, des ressources, leur comportement, les évolutions prévisibles est un élément incontournable de la bonne gestion de la ressource et à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable à court terme pour faire face aux urgences et à moyen et long terme pour adapter nos usages et nos infrastructures à la ressource qui sera disponible. C'est la connaissance technique et scientifique, mais on a de bonnes pratiques et des expériences réussies aussi dans notre territoire qui peuvent être reproduites ou adaptées à plus large échelle et inspirer les élus et les décideurs d'autres territoires. On ne part pas du point zéro. Il y a évidemment une expérience qui est formidable. Et même si on ne peut pas la dupliquer parce que chaque territoire est différent, on doit pouvoir s'inspirer très largement de ces bonnes pratiques. Les élus des collectivités doivent répondre à des attentes fortes et sont contraints de prendre des décisions parfois difficiles et d'arbitrer entre des intérêts publics et des intérêts privés. Ces intérêts ne sont pas pour autant illégitimes, mais le cumul de leurs demandes en eau n'est pas ou ne sera pas compatible avec l'évolution de la ressource en eau disponible. Il est donc indispensable de prendre enfin en compte les enjeux de l'eau, quantitatifs et qualitatifs, dans les différentes politiques publiques locales, parce qu'on sait très bien que la qualité de l'eau est directement liée ou corrélée, bien sûr, à sa quantité. Est-ce qu'il y aura assez d'eau dans mon futur lotissement ou dans ma future zone d'activité? Est-ce que la station d'assainissement est suffisamment dimensionnée? Est-ce que les habitants et les touristes pourront continuer à se baigner dans le lac ou se promener au bord du lac? Pour cela, il est nécessaire de décloisonner les approches dans l'élaboration de politiques publiques afin de les rendre cohérentes et, autant que possible, favoriser les projets multi-bénéfices, notamment avec l'emploi de solutions fondées sur la nature, par exemple la gestion des eaux pluviales à la source, le respect des obligations de temps de pluie pour l'assainissement collectif, la recharge des nappes par l'infiltration, etc. C'est un enjeu pour les collectivités locales, mais aussi à l'échelle nationale pour l'État. Ce sont autant de sujets qui mobilisent la Fédération et l'ensemble de ses membres. C'est pourquoi nous avons proposé aujourd'hui ce forum. Et nous vous remercions d'être au rendez-vous pour débattre de ces sujets, échanger et partager sur les bonnes pratiques pour s'adapter de la façon la plus apaisée possible au changement climatique et en particulier à son impact sur la ressource en eau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Hervé. Cher Président, là, proposez-vous là, parce que vous allez intervenir dans la table ronde suivante. Non, ce que vous nous dites simplement, c'est que, puisqu'en filigrane, on est sur un changement de civilisation, tout simplement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les désirs de l'homme ont été supérieurs à la réalité du monde, depuis un petit siècle. Maintenant, c'est la nature qui reprend ses droits, c'est pas autre chose. Donc évidemment, ça interroge, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possible. Ils vont être différents. On va se développer évidemment différemment. Et on va se dire que cette eau qui était merveilleusement invisible, parce que nous sommes donc, on va dire, héritiers contemporains d'une eau qui a été civilisée, qui a été technicisée, qui a été à portée de main, et c'était aussi assez génial. Hein, ça évitait quand même d'aller chercher le seau dans le puits comme ma grand-mère le faisait dans la Nièvre. Maintenant, on passe à autre chose, c'est qu'on est devenu une force géologique, on le sait. Ça ne nous empêche pas de saluer les 71% d'eau qui sont dans votre corps aujourd'hui, hein, parce que c'est ça aussi. Nous sommes tous effectivement de cette partie donc du vivant. Et on va essayer de nouveau de rendre visible cette eau qui est devenue totalement invisible.
parce que ça allait de soi, et que le quantitatif, on ne se posait pas la question. Tant mieux, on est un pays béni des dieux, donc pays tempéré. Mais là, on est maintenant donc sur autre chose que cette terre-mère, on va dire, généreuse et abreuvante. Et encore, on s'en sort très très bien en France. Alors il y a des coins, effectivement, on est en train de découvrir gentiment que, ah bon, il y a de la sécheresse, oui bien sûr. Vous allez dans le sud-ouest, on connaît déjà depuis un certain temps, on pourra d'ailleurs effectivement en reparler. Le dérèglement climatique rebat les cartes de notre accès à l'eau, donc ça c'est notre premier, on va dire, débat. Donc Hervé, vous êtes là, cher Nicolas Juillet, venez, rejoignez-nous s'il vous plaît. Guillaume Choisy, cher Guillaume, pardon, voilà, je cherchais notre directeur général de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, Nicolas Juillet, président du SDDEA, donc là nous sommes sur le syndicat de l'eau de l'Aube. Hervé, vous êtes là, Benjamin Lopez, allez, Benjamin, directeur du BRGM d'Île-de-France, et Patricia Blanc. Patricia est aussi avec nous, inspectrice générale de l'environnement et du développement durable. Posez-vous. Enfin, nous avons quand même heureusement une dame qui est là. Ils se connaissent, c'est formidable. Ils se font la bise sans masque, c'est génial aussi. Installez-vous, Patricia, je vous en prie, avec grand plaisir. Benjamin Lopez, prenez d'abord ce micro, je vous en prie. Bah oui, c'est vous qui allez débuter. Bonjour à tous. On est en plein, effectivement, dans cette merveilleuse actualité. On est à quatre départements qui sont en crise. On va en rajouter la suite de la Vienne aujourd'hui, puisque malheureusement, donc Monsieur Kocher pourrait pas être avec nous. C'est en train évidemment de s'agiter. 24 départements qui sont déjà sous tension. Les chiffres peuvent changer d'un jour à l'autre. Et aussi l'attitude des préfets est en train de bouger. Ça va être très intéressant. On en parlera aussi avec vous, Patricia. Benjamin, sur quoi on s'accorde vraiment aujourd'hui? Sécheresse hivernale, les gens viennent de découvrir, ça a déjà existé, mais là, effectivement, de façon un petit peu plus brutale. Sur quoi on peut s'accorder, vous, donc, en tant que directeur donc, du BRGM de l'Île-de-France, qu'est-ce que l'on peut dire, de quoi on est sûr, en tout cas, aujourd'hui? Alors, de quoi on est sûr? Quand on parle de changement climatique, on est sûr de pas grand-chose, en fait, finalement. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que le climat change, et que on va très probablement, alors quand je dis très probablement, vous voyez déjà, c'est pas de la certitude, mais on va très probablement être confronté à des événements extrêmes, plus intensifs et plus fréquents. Alors les événements extrêmes, ça peut être trop d'eau ou pas assez d'eau. Alors là, on parle beaucoup de sécheresse aujourd'hui. Mais finalement, on a aussi vu très très récemment à Nîmes, par exemple, ce phénomène de trop d'eau avec des pluies très intenses sur des très courtes périodes, avec des ruissellements faramineux qui posent aussi des problèmes. Donc, est-ce que en France, on va avoir plus de sécheresse? On ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir plus de pluie? Finalement, on ne sait pas trop. En revanche, ce dont on n'est presque sûr, plus de sécheresse, moi j'ai pas mal d'hydrologues, de climatologues qui vous disent que les occurrences vont être plus importantes, ça va être plus long, ça va être plus fort. En revanche, sur les précipitations, ils savent pas. Hein, les précipitations, ils savent pas. Oui, ça clairement, ils savent pas. Les dernières projections du GIEC montrent quand même une séparation de la France en deux, hein, clairement, une partie nord, une partie sud, oui. Avec une partie nord qui pose actuellement beaucoup de questions, notamment sur les précipitations, où là on est un peu dans le flou. En revanche, il faut se préparer à gérer ce trop d'eau ou gérer ce pas assez d'eau. Ça, clairement. Alors donc ça, effectivement, ça nous fait déjà un petit bilan global. Maintenant, intéressons-nous aux eaux souterraines. Bon, on sait très bien que l'eau, vous la récupérez soit eau souterraine, soit eau de surface. Quand on est en Bretagne, c'est un peu compliqué pour les eaux souterraines. Quand on est dans le Nord, voilà, c'est encore autre chose. Donc on sait très bien qu'il y a la morphologie donc, qui joue énormément des différents territoires. Mais il y a quand même deux choses, et ça c'est peut-être intéressant de le rappeler. L'inertiel et le capacity. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique des eaux souterraines. Ouais, les eaux souterraines, elles ont cette double caractéristique qui en fait leur force, mais aussi leur faiblesse. Alors, les eaux souterraines, ça constitue un milieu capacitif, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui stockent de l'eau, qui stockent aussi des polluants. On pourrait y revenir par la suite. Mais oui, en tout cas, c'est un milieu qui stocke de l'eau. Et les vitesses d'écoulement dans les eaux souterraines sont vraiment très lentes, comparé à ce qu'on peut observer dans les eaux souterraines. Donc elles ont des temps de renouvellement assez lents et elles peuvent tamponner, elles peuvent amortir des signaux extrêmes. Alors on vient de voir précédemment qu'on parlait du fait de l'accroissement
d'événements extrêmes. Si on considère maintenant les eaux souterraines qui ont la capacité de tamponner, d'amortir ces événements, ça en fait une force en fait dans nos capacités de s'adapter à ces changements climatiques. Alors évidemment, tous les territoires ne sont pas équipés de la même façon, j'allais dire. Ah oui, oui. Il y a des eaux souterraines qui circulent plus ou moins rapidement, il y a des eaux souterraines qui circulent très lentement, etc. Mais d'une manière générale, ce sont des milieux capacitifs et inertiels. Alors quand on parle de quantité d'eau, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on peut imaginer que les eaux souterraines peuvent se restituer, de par le caractère inertiel, de l'eau en été lorsqu'on en a besoin et surtout lorsqu'il n'y en a plus dans les rivières. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, le problème, c'est que elles vont avoir tendance à accumuler un certain nombre de polluants. Et comme elles ont... je suis une petite molécule d'atrazine là, qui est interdite déjà depuis un certain temps. Depuis 2003. Je suis très contente parce que je vais pouvoir continuer encore pas mal de temps à vous embêter. Donc, Oui, en fait, et ça c'est le problème. Là où ces caractéristiques sont plutôt un bénéfice lorsqu'on parle de quantitatif, de quantité d'eau, ça devient clairement un frein lorsqu'on parle de la qualité de ces milieux-là, parce que les eaux souterraines se renouvellent très très lentement. Donc lorsque vous avez des polluants qui rentrent dans ces milieux-là, on va mettre des années, des décennies, des centaines d'années à épurer naturellement ces eaux lorsqu'on parle de polluants. Alors les polluants dits éternels, aujourd'hui c'est un peu le terme à la mode, c'est-à-dire des polluants qui se dégradent très très peu une fois qu'ils pénètrent dans le milieu souterrain. Donc il y a l'atrazine, il y a l'exemple des perchlorates. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, les perchlorates. Leur usage principal en France, c'est fin du 18e, début du 19e. ça. Et on en parle aujourd'hui dans la Crée, dans le Nord, etc. Donc, la source principale aujourd'hui de ces polluants, ce sont les eaux souterraines qui ont accumulé ces polluants-là. Et ce qui est juste un peu inquiétant, c'est qu'on continue aussi parfois sur des zones de captage à en balancer, mais ça c'est autre chose. On pourrait y revenir. Alors juste assez rapidement, si je pompe sur les rivières, ça a un effet sur les nappes en question, parce qu'il y a encore des personnes qui se disent « je vais taper dans les rivières, ça n'a pas d'effet sur les nappes ». Alors oui, c'est un grand tout en fait, ce grand cycle de l'eau. Absolument. Et les rivières sont connectées très généralement avec une nappe qu'on appelle une nappe alluviale, une nappe d'accompagnement. Et la rivière et la nappe qui l'accompagne sont intimement liées. En été, en étiage, lorsque les niveaux sont très bas dans les rivières, il faut savoir que ce qui coule dans les rivières, c'est essentiellement de l'eau souterraine et de l'eau de station d'épuration. Il faut en avoir conscience. Ah d'accord. Donc, dans ce cas-là, et si je poursuis l'exemple de l'accumulation de polluants anciens dans les eaux souterraines, ce lien entre eau souterraine et eau de surface, il est clairement mis en évidence lorsqu'on va retrouver des perchlorates qu'on n'utilise plus en France depuis 50 ans, alors sauf hotspot, mais de manière intensive en agriculture depuis 50 ans. On va le retrouver dans les eaux de surface, tout simplement parce que ce sont les eaux souterraines en été qui alimentent les eaux de surface. Voilà. Et donc vous avez comme ça ces eaux souterraines qui deviennent des vecteurs de polluants anciens vers les eaux de surface. Alors quand on les retrouve dans ces milieux-là, on voit bien, on trace là le lien entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Donc tout ça est intimement lié. Lorsqu'on assèche les rivières, en fait, on sollicite la nappe. Le lien est très très fort. Alors j'ai vu qu'il y avait à peu près 200 aquifères, c'est ça à peu près en France Oui, alors les eaux souterraines en France, c'est plus de 6000 nappes, mais quand on prend toutes les nappes de petite dimension, les aquifères, ce sont les nappes soit superficielles, soit profondes, d'envergure régionale, c'est-à-dire de plus de 1000 km² environ, on est sur à peu près 200 aquifères. Là-dessus, on en a 175 qui sont des aquifères dits libres, c'est-à-dire des aquifères superficiels, des nappes superficielles qui ne sont pas protégées de la surface par un imperméable, c'est-à-dire nous on les appelle les nappes vulnérables. Alors, ce sont des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Par contre, ce sont des nappes qui sont assez vulnérables aux activités de surface. Donc là, on pense aux polluants. Si on devait gérer les choses à peu près correctement, ce dont je ne doute pas, puisque l'être humain est incapable d'avoir des excès, normalement, le prélèvement annuel ne devrait pas être... soit il est inférieur, ou bien soit il est égal à la capacité de la recharge. Est-ce qu'on en est là? Parce que moi, j'ai quand même vu une étude qui est arrivée par Nature
Ça, c'est au niveau mondial. Hein. Je parlais au niveau mondial, pas de la France. On a dépassé sur 47% de la surface du globe cette affaire-là. C'est-à-dire on tape vraiment dans le capital et je vais dire pas dans les intérêts. Donc ça va être quoi demain? Parce qu'on va se dire, bon, on a ça en réserve, on peut y aller. Enfin, quel est votre crâne quand même derrière? Alors c'est clairement c'est clairement l'objectif, hein, de définir des volumes de prélèvement qui soient cohérents avec le renouvellement des ressources au sein d'un territoire, qui permettent de concilier l'ensemble des usages. Et en fait, là, on a un peu des soucis. On a encore des soucis pour faire ça. Il n'y a que des bonnes nouvelles, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va trouver des solutions quand même, hein, je vous rassure. On a encore des incertitudes, en fait. Connaître la recharge, c'est finalement pas si facile. Savoir exactement, à partir de la quantification de l'eau de pluie, ce qui intègre réellement nos réservoirs souterrains, c'est pas évident. Alors, on travaille là-dessus depuis très longtemps, mais bon, c'est pas une donnée qui est très très facile. Et ensuite, on a parlé de relations entre les nappes et les rivières. Aujourd'hui, on définit des objectifs qui sont plutôt des objectifs de débit de rivière pour maintenir la biodiversité dans les rivières. Et on fait ça plutôt en été. Donc, on va définir des prélèvements pour maintenir en été des débits minimums qui conservent la biodiversité dans les rivières. Donc on en est à peu près là, c'est pas non plus très évident, c'est l'objet de débats assez forts, je pense qu'il y en a certains, voilà, assez chauds, oui. Ça c'est sûr, pour définir ces débits d'objectifs en fait. Hein. Et ce sont ces débits d'objectifs qui vont conditionner après toute la chaîne. Nous, on fait tourner des modèles. Alors, les modèles, il y a de l'incertitude aussi, hein, ça, c'est pas évident. Mais voilà, il y a ces définitions de débit. Alors, aujourd'hui, ils sont plutôt faits sur des débits estivaux. On voudrait bien commencer à définir des débits hivernaux. Ça serait pas mal. Pour être en capacité de, lorsqu'on revient sur l'inertie des nappes, hein, alors je parle du milieu souterrain, mais de savoir qu'est-ce que produit un prélèvement hivernal sur la nappe en termes de récupération d'eau possible pour la saison estivale. Donc voilà, on en est un peu là. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en matière de connaissances? Parce que ça, ce mot-là va revenir vraiment tout au long de la matinée aussi de cet après-midi. Ça, c'est important. Hervé Paul a déjà commencé à le dire. Ça va être quoi? Parce que là, vous êtes des chercheurs. Pour certains, on ne sait pas du tout combien consomment les habitants précisément. D'autres, bon. Mais pour vous, à votre niveau, c'est quoi qui manque? Alors, nous, il y a plusieurs niveaux, mais l'un des points essentiels, ce sont les prélèvements. Connaissance des prélèvements. Aujourd'hui, il y a un souci. Pour nous, il y a clairement un souci. Alors, c'est mieux qu'il y a 10 ans. On a maintenant ce qu'on appelle la BNPE, hein, la Banque nationale des prélèvements sur l'eau. Mais lorsqu'on veut conceptualiser, modéliser à l'échelle territoriale toute cette problématique, enfin, toute l'évolution de la ressource en eau et l'anticipation d'une sécheresse saisonnière, etc., clairement, la BNPE, on ne peut pas l'utiliser. C'est trop parcellaire, trop inertiel. Alors là, pour le coup aussi, puisque les données ont 2 ans d'âge dans la BNPE, il nous manque des prélèvements, et puis c'est annualisé, et nous, il nous faudrait quelque chose de plus fin. Donc ça, prélèvement, clairement, il y a un sujet. Ensuite, du point de vue des eaux souterraines, quand on était vraiment en période d'abondance et qu'on se posait pas trop de questions, on allait prendre la première nappe qui venait en creusant, hein. C'est évidemment moins cher de faire des puits peu profonds, et c'est moins cher à pomper. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des ressources de substitution, des ressources de secours, et ça nécessite peut-être de repartir sur la connaissance réelle de nos aquifères, qu'est-ce qui est disponible, ou comment. Quelle est leur qualité? Est-ce que la qualité de mes nappes peuvent satisfaire l'ensemble des usages que j'envisage? Peut-être qu'un industriel n'aura pas besoin d'une même qualité d'eau que pour faire de l'eau potable, évidemment. Donc la connaissance, et ensuite continuer à travailler sur notre capacité à modéliser à différentes échelles saisonnières. Donc là, on travaille beaucoup, notamment avec le ministère, pour être en capacité de donner des prévisions ou des prédictions à l'échelle de la saison. Et après, à l'échelle plus long terme, alors là, on parle changement climatique, c'est pas du tout les mêmes modèles, c'est pas la même chose, mais c'est important aussi. Alors nous, on va décranter un peu, on va pas
on va essayer de jouer tous les scénarios possibles. Et justement, pour essayer de combattre cette incertitude, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va faire beaucoup plus chaud, pas trop plus chaud, plus de pluie, moins de pluie, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité de jouer tous ces scénarios-là et de proposer des solutions d'adaptation. Benjamin Lopez, moi j'ai regardé les chiffres, on en avait parlé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes de la pluie, on ne la remerciera jamais assez, dans les années 90, il y avait 230 milliards de mètres cubes qui tombaient. Voilà, années 90. On est passé déjà à moins 15%. C'est-à-dire qu'on est à 200 milliards donc, maintenant. Oui, on a fait du moins 14, moins 15%. Alors là, on parle d'eau renouvelable. En fait, c'est une notion... alors c'est vrai qu'on parle... Enfin, quand on parle d'eau, on a beaucoup de notions. On a la pluie qui s'infiltre, on a la recharge, etc. L'eau renouvelable... Pour faire simple, c'est la pluie qui s'infiltre, réellement. Donc c'est la pluie qui nous intéresse. On est passé vous le disiez, d'à peu près 230 milliards de mètres cubes dans les années 90. Aujourd'hui, les estimations sont autour de 200. Donc on est déjà avec une perte nette de pluie renouvelable. Et ça, c'est pas très, très bon signe. En tout cas, voilà, on va quand même vers une diminution de cette pluie qui nous intéresse pour les sols, pour l'agriculture, pour recharger les nappes, pour soutenir les débits d'étiage des rivières. Bon, écoutez, on parlera peut-être aussi tout à l'heure avec vous, avec tout le monde, de sobriété. Merveilleux mot. Il est arrivé, c'était un gros mot, encore il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ça y est, au moins il est arrivé sur la table, c'est déjà une chose. Sur la diversification des ressources, sur les anticipations, désimperméabilisation, vous le connaissez donc les uns les autres. Alors évidemment, comment je fais pour développer mon territoire et en même temps on me demande de désimperméabiliser, on voit parfaitement le casse-tête que connaît aussi Patricia Blanc. Je vous en prie, chère Patricia, prenez ce micro. Inspectrice générale de l'environnement et du développement durable, on devrait dire soutenable véritablement aujourd'hui. Alors, femme de l'eau, s'il en est, connaît bien les agences, entre autres. Et donc là, qui a ce regard donc, qui est différent, qui nous intéresse bien, Patricia. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, là, avec, quand vous avez pris le recul? On est sur donc eau, demain, sécheresse, quelle stratégie d'adaptation? Et voilà, le dérèglement rebat les cartes de notre accès à l'eau. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux donc, tout à fait récemment? Oui, alors avant d'arriver à ce qui m'a sauté aux yeux, cher Denis, peut-être rappeler que l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable a travaillé sur un retour d'expérience de la sécheresse 2022 avec 2 autres inspections, l'Inspection générale du ministère de l'Intérieur, et ça c'était une première fois. Pour moi, c'est la première fois que je voyais des collègues préfets, sous-préfets de l'Inspection générale de l'administration travailler sur un sujet qui était jusqu'à présent considéré comme un peu technique, qui est un sujet de gestion de l'eau, de sécheresse. Et je vais y venir parce que ça a été extrêmement important dans le regard qu'on a porté sur cette crise. Et l'inspection générale du ministère de l'Agriculture. Donc on avait vraiment une configuration interministérielle. On a beaucoup travaillé bien sûr avec le ministère de la Santé aussi. Donc on avait 4 ministères associés à cette étude. Et ce qui nous a été demandé, c'est de travailler sur la gestion de crise et avec un focus sur l'eau potable. Alors, le focus sur l'eau potable, c'est pas un scoop, c'est parce que l'été dernier, il y avait cette impression que plusieurs centaines de communes étaient confrontées à des difficultés importantes pour maintenir la continuité de l'approvisionnement en eau potable. On ne savait pas chiffrer, on ne savait pas mesurer le phénomène. Et donc, on a travaillé avec les collègues de l'IGA et les préfets pour faire un inventaire fin de tous les hameaux, quartiers, communes, villes qui étaient passés près de la rupture ou qui ont carrément connu une rupture. Donc, on a identifié 1 millier à peu près de communes dont nous estimons qu'elles ont été en rupture d'approvisionnement en eau potable, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu faire fonctionner le système habituel, elles ont dû aller chercher en urgence des solutions de secours. La moitié de ces communes ont trouvé comme solution de secours de la distribution de bouteilles, donc on est vraiment dans une situation un peu extrême, ou bien du citernage, c'est-à-dire du transport de l'eau par camion pour aller alimenter les châteaux d'eau. Donc des solutions qui sont vraiment des systèmes dégradés, qui ont duré parfois plusieurs semaines de suite. Et puis 1 millier de communes supplémentaires qui sont passées près de la catastrophe, voilà, près de la rupture. À chaque fois, on était sur des communes ou des quartiers pas trop peuplés, ce qui a permis d'assurer, avec des solutions de secours, d'apporter une solution aux habitants. Mais on a pu identifier des villes entières ou des quartiers de villes entiers qui auraient pu se trouver en rupture l'été dernier. On est passé assez près de la rupture dans certains cas.
Parfois, on ne sait pas dire à quelle distance on est passé de la rupture, et ça, c'est un problème de connaissance. Mais on se doute qu'il y aurait pu avoir des problèmes. Et là, pour des quartiers de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, la distribution de bouteilles, ça ne marche plus. Voilà. Et donc, cette approche, on va dire, de sécurité civile quasiment de la gestion de crise pour des villes qui auraient pu ne plus être approvisionnées en eau potable, a mobilisé les préfets, l'inspection générale de l'administration sur ce sujet de l'eau. Et je pense qu'on a franchi une étape depuis la sécheresse de l'été dernier dans la prise de conscience sur la vulnérabilité de nos systèmes d'eau potable. Alors, prise de conscience, ça c'est sûr. Maintenant, effectivement, en matière d'action, donc ce que vous nous dites, c'est qu'on a quand même été pris de court, les uns et les autres. On a vu des nappes qui se sont effondrées d'un coup, donc très très vite, à des niveaux qu'on ne connaissait pas. Alors, donc, là, ça va être quoi? Donc, mettre des moyens d'anticipation, c'est ce que vous essayez de préconiser, donc, parce qu'on a des moyens techniques, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire, quoi. Et puis aussi, après, je vous interrogerai un peu sur les préfets, quoi. Alors, on a été pris de court, mais la catastrophe a été évitée. Et nous, on a été très impressionnés par la mobilisation exceptionnelle des agents des syndicats d'eau, des collectivités, des agriculteurs industriels et bien sûr, je dois le dire, des agents de l'État. Voilà. Oui. Dans tous les services, on a rencontré des gens qui ont évidemment annulé des congés, qui sont venus dans des conditions compliquées, qui ont fait tourner des camions, enfin vraiment des solutions, on va dire, de terrain pragmatiques qui ont pu être trouvées dans l'urgence avec des boucles de solidarité, des agriculteurs qui ont prêté des camions, fallait qu'ils soient aux normes, c'était compliqué. On a trouvé des solutions et ça c'est ce qui est remarquable parfois quand même dans la vie, c'est qu'au pied du mur, on a une mobilisation. On ne désespère pas de la nature humaine, loin de là. Bon. Malheureusement, comme vous l'avez dit, risque de sécheresse risque de se reproduire, enfin la sécheresse va se reproduire malheureusement de plus en plus fréquemment, c'est relativement clair maintenant dans les scénarios du GIEC. Je pense qu'on ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté, la capacité de mobilisation exceptionnelle. Donc on a besoin que la technique et l'organisation apportent des solutions un peu plus robustes, même si on a beaucoup progressé, on l'a dit, depuis 10 ans sur la gestion des sécheresses, avec tout un cadre qui s'est développé ces dernières années. On peut encore franchir une étape, notamment sur la prévision des étiages. On a parlé de connaissances. Alors, on va avoir besoin de confronter un petit peu en direct et avec quelques jours d'avance, d'abord quelques mois d'avance et ensuite quelques jours d'avance, les ressources dont on dispose. Donc, ça veut dire plus de piézo pour mesurer les nappes, voilà, peut-être des meilleurs outils de mesure des débits, mais aussi des outils de prévision de la ressource. La ressource dans un mois, la ressource dans quelques jours parfois. On a des outils qui commencent à se développer pour mieux prévoir la ressource. Et puis d'un autre côté, la prévision des besoins. Et là, on a besoin de connaître d'abord les besoins en temps réel, parce que comme l'a dit Benjamin Lopez, on a parfois uniquement un an après le prélèvement de l'année. Donc c'est fou de penser gérer une crise en connaissant pas les prélèvements en direct avec un tel différé. Donc on a besoin, c'est ce que prévoit d'ailleurs le plan eau qui a été présenté par le président de la République il y a quelques semaines, on a besoin de ces compteurs qui puissent être relevés beaucoup plus souvent qu'une fois par an et si possible télé-relevés. C'est beaucoup plus simple, c'est automatique et puis c'est plus sécurisé, on va dire, en termes de fiabilité. Voilà. Enfin, pour des raisons évidentes. Donc cette connaissance des prélèvements d'un côté, cette connaissance des besoins et cette connaissance des ressources doit nous permettre d'améliorer la prévision. Voilà. C'est un des exemples de ce qu'on a préconisé et sur lesquels les choses sont en marche. Ça ne se fera pas tout de suite à l'été 2020. On n'aura pas l'éco-watt de l'eau immédiatement sur la table à l'été 2023, mais on progresse beaucoup. Et je pense que dans quelques années, on sera bien plus affiné sur la prévision de l'anticipation. Qu'est-ce que vous avez justement donc constaté au niveau des préfètes et des préfets qui ont fait ce qu'ils ont pu, hein. C'est pas lorsque vous avez des situations de crise, c'est jamais évident, entre des arrêtés, des dérogations diverses et variées, certaines qui pouvaient être d'ailleurs totalement contradictoires dans certains départements. Qu'est-ce que vous avez constaté? On a écrit beaucoup de choses sur le sujet dans le rapport. Il y a eu un effort d'harmonisation nationale, mais un nouveau cadre qui n'était pas encore complètement en place au moment où la sécheresse s'est produite a été 2022, ce qui fait qu'il y a des divergences, et notamment à l'échelle d'un même cours d'eau. Alors on prend souvent l'exemple de la Durance, mais il y a d'autres fleuves qui sont heurtés à la même problématique. On a pu avoir des cinétiques différentes avec des prises de décision plus volontaristes dans un département et moins dans le département amont ou aval, ou un peu décalé, un peu plus tardivement. Je vais vous le traduire différemment, chère Patricia, parce qu'évidemment cette pudeur vous honore. Lorsque Marc Chapuis, d'un côté, donc préfet du 04, très beau département des Alpes de Haute-Provence, donc d'un côté dérogation pour les irrigants,
de moins 20%. Bon, bah voilà, effectivement, moins 20% donc en amont. Donc eux, ils ont le réservoir à la fois de Serponçon, de Castillon et de Sainte-Croix, du Verdon. Très bien. Donc la traduction, c'est que si vous voulez avoir du pastis, si vous voulez à Marseille et à Aix, vous avez besoin de la flotte de l'Ubaye, du Verdon ou de la Durance en amont. Hein. Donc c'était ça. Et à côté de ça, le préfet du 06 donc, disait sur la plaine de l'Accro, continuer à lever les martelières pour effectivement avoir du foin de la plaine de l'Accro qui est d'excellente qualité, qui est excellent pour les chevaux de course arabe. Bon, très bien. Et c'est vrai que c'est une belle fierté. Et en même temps aussi des dérogations pour que l'on puisse laver les yachts et les bateaux de luxe à Port-Grimaud, à Saint-Tropez avec de l'eau potable. Voilà, c'était la mémo. Alors, bon, je souriais un peu, je disais, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir le 06 de votre collègue? Évidemment que oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été ça. Alors, c'était pas partout pareil. Hein. Non, j'en fais pas une généralité. Mais C'était pas partout. Et il y a des dispositifs qui se mettent en place pour essayer de corriger ces décalages, on va dire. Alors c'est un peu techno, mais des arrêtés de restrictions interdépartementaux. Et ça, c'est important qu'on puisse donner les règles du jeu à l'avance, c'est-à-dire qu'on n'attende pas d'être en crise pour dire est-ce que je fais moins 20%, est-ce que j'arrête l'irrigation. Donc on a des arrêtés départementaux, ça existe déjà presque partout, et on espère assez rapidement pouvoir couvrir les grands axes d'arrêtés interdépartementaux, donc le 04, le 05, le 06, dans le même arrêté pour dire voilà les mesures qu'on prend, à telle vigilance, alerte renforcée, crise, ce sera telle mesure. Et pour coordonner un peu la cinétique de tout ça, parce que c'est pas obligatoire que tous les départements déclenchent les mesures en même temps, parce que parfois il y a des différés dans le cycle de l'eau, c'est normal, mais il faut quand même coordonner un peu tout ça. En particulier la Durance, hein, le préfet de PACA va prendre cette fonction de préfet coordonnateur de l'axe Durance. Cette notion de préfet coordonnateur sur un axe, elle a été inventée en Adour-Garonne. Peut-être que Guillaume Choisy en parlera tout à l'heure. Il va en parler. Ça commence à se faire ailleurs. Voilà, donc j'arrête. Non, je vous en prie. De toute façon, on repartira sur le plan haut et aussi avec Guillaume. Cher Guillaume, prenez donc le micro. Guillaume Choisy, directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Alors, j'ai presque dire que les arrêtés sécheresse, ça fait 20 ans qu'on connaît dans le coin. Hein. Donc, Adour-Garonne, on connaît depuis longtemps. Les Pyrénées-Orientales qui deviennent malheureusement laboratoire de l'aridité, comme d'autres coins du Gard vont y passer aussi, hein, c'est pas évident du tout. Je veux dire, on a une habitude de la sécheresse. Après, évidemment, tout dépend de l'ampleur de cette affaire. Mais c'est le reste de la France qui a découvert. Hein, dans votre bassin, cher Guillaume, on connaît ça déjà depuis longtemps. Si on se fait d'abord un petit focus quand même, après évidemment, on va élargir donc la focale, mais sur l'évolution des ressources en eau disponibles dans le bassin Adour-Garonne, parce que chez vous, c'est quand même extrêmement tendu. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur l'agriculture. L'affaire n'est pas simple, évidemment. Quelle disponibilité? Qu'est-ce que ça va être demain? Et quels travaux donc, vous êtes en train d'effectuer? Alors, merci, cher Denis. D'abord, si on regarde par rapport à la photo des 20 dernières années, effectivement, ça fait juste 20 ans parce que le virage en Adour-Garonne, dans le sud-ouest, c'est probablement 2003. À partir de 2003, on a changé effectivement la façon dont on a géré l'eau, avec un renforcement du pôle régalien, et c'est probablement aujourd'hui les préfets qui ont permis de faire le plus d'économies d'eau. On a diminué, on était sur l'ensemble du bassin d'Adour-Garonne en 2003, à un prélèvement, y compris sur l'année 2003, de l'ordre de 2,7 milliards. On est aujourd'hui à un peu moins de 2 milliards de prélèvements, tout usage confondu. Et tout le monde a diminué. 30% pour l'agriculture, 10% pour l'eau potable, mais on n'oublie pas qu'on a augmenté de 30% la population sur le bassin dans cette même période. Et on a diminué à peu près de 25 à 30% également sur l'industrie. Donc tout le monde a fait des efforts. Bien souvent, effectivement, plus par le côté régalien et les règles que par des économies d'eau, mais il y a aussi des économies d'eau. Il y a eu des efforts de fait par les collectivités qui sont considérables. Il y a eu des efforts aussi de fait par les citoyens, des efforts de fait. Et c'est peut-être là où on a plus gagné, et ce sera plus difficile de gagner à nouveau, c'est sur le côté industriel, parce que les processus industriels ont évolué, mais aussi parce que parfois la papeterie a fermé ou des sujets comme ça. Donc il y a eu aussi des crises qui ont fait que ça a évolué. Et puis l'irrigation a diminué de 400 millions, donc un tiers, 400 millions de mètres cubes, probablement à peu près 150 millions de mètres cubes dû à des économies d'eau réelles, l'évolution des pratiques, notamment par de la micro-aspersion, du goutte à goutte, mais également par une réglementation qui se fait plus fort, et des territoires aujourd'hui ont des arrêtés dès le mois de mars de façon assez courante, je pense notamment au territoire de la Charente ou de la Charente-Maritime. Quelles sont les perspectives? C'est
à horizon 2050, c'est probablement à peu près l'année 2022. Et comme le disait Patricia, c'est une année qui sera référence et on a connu un certain nombre de déconvenues malgré tout. Même si dans le bassin, on avait déjà, comme tu le précisais, Patricia et Denis, mis en place une structuration par sous-bassin, avec un couple président de PTB, collectivité locale, et préfet de sous-bassin. Et que cela a permis d'avoir des arrêtés. On a un arrêté de bassin, mais on a aussi des arrêtés dans la plupart des territoires de sous-bassin qui coordonnent de l'amont à l'aval une même rivière, ce qui évite d'avoir des différences entre départements. Ce qu'on voit parfois, et ce qu'on a vu nous par le passé, c'était une agriculture sur qui porte dans la même rivière, parfois sur le même lieu pratiquement, mais l'exploitation est partagée entre 2 départements et les règles sur la même rivière sont différentes parce que c'est pas le même arrêté. C'est insupportable, c'est incompréhensible et c'était très mal vécu, c'était source de tension. Ou parfois c'est les mêmes règles mais décalées de 2 jours. Là aussi, c'était pas forcément bien vécu. Donc ça, on a aujourd'hui un même arrêté, les mêmes cadres et chaque préfet de département s'appuie sur les mêmes bases pour le fonctionner. Malgré tout, cet été, en Adour-Garonne, on a eu aussi nos déconvenus. 450 communes, 440 communes, si je prends le rapport fait par Patricia, et c'est ce qu'on recoupe aussi, ont connu des ruptures. Et on a citerné dans la plupart de ces communes-là, ou distribué de l'eau en bouteille. C'est 540 arrêtés de dérogation en Adour-Garonne. Alors pas qu'en quantité, parfois c'était aussi des problèmes de bactériaux qui sont réapparus, alors qu'on pensait les avoir réglés sur les têtes de bassin. C'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur ce niveau-là. Il faut qu'on améliore. Et ça, c'est une vraie plus-value. Les ministres ont vraiment, dès cet hiver, réuni à plusieurs reprises les préfets, ont fait un travail de planification, ont fait un travail d'harmonisation. Et j'espère que ce côté-là évolue en termes de plages d'irrigation, en termes de mesures, en termes de coordination sur les mesures, en termes d'exigences vis-à-vis des préfets pour éviter d'avoir trop de dérogations et avoir des mesures qui soient mieux anticipées. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un paradigme où il faut effectivement qu'on évolue. Il faut probablement demain qu'on ait, comme l'évoquait Patricia à l'instant et M. Lopez du BRGM, on a besoin d'avoir plus de réactivité. Si on veut effectivement d'avoir quelque chose qui soit réactif, au même titre que ce que l'on a sur les crues, avec Vigicru, c'est ce qu'on a déposé en Adour-Garonne, on l'appelle Vigistrèche, il faudra peut-être qu'on regarde comment on évolue ça, mais nous on est prêts à expérimenter avec la DGPER, avec l'ADEB, avec l'ensemble, avec le dispositif que l'on a à Toulouse, basé sur la surveillance des crues, avoir le même sujet. Vous avez quand même une longueur d'avance par rapport à ça, par rapport au territoire. Vous avez une longueur d'avance déjà depuis longtemps, enfin, si j'ose dire. Je ne sais pas si on a une longueur d'avance, mais en tout cas, on a déjà vécu un certain nombre de sécheresses qui nous permettent de voir qu'aujourd'hui, si on veut être réactif, il faut qu'on ait un outil qui soit connecté. Mais pas que pour l'eau potable, pas que pour l'irrigation. Il faut qu'on ait l'ensemble des usages avec effectivement de l'interconnexion et de la réactivité. Un préfet pour prendre une décision. Parfois, cet été, on réunissait les comités sécheresse tous les 2 jours. Et si les données, elles sont d'1 an, pour faire de la prospective, c'est pas forcément bien évident. Donc on n'aura pas peut-être quelque chose de très précis. Mais si déjà on arrive à avoir des perspectives à 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 mois, et de façon assez juste à la semaine, eh bien c'est ce qui va nous permettre, avec un recul, d'être capable de regarder quels sont les niveaux d'eau dans les barrages, quels sont les niveaux d'eau dans les sols, quels sont les niveaux d'eau dans les nappes, comment ont évolué les débits, et par rapport à des prévisions météorologiques, comment cela va évoluer. Alors c'est pas un projet pour demain. Il va nous falloir 4 ou 5 ans, ça on est sur du moyen terme. Mais c'est demain, face à 2050, il faut qu'on ait des outils de ce type-là qui se mettent en place pour qu'on soit capable de prévoir et anticiper les choses. Alors, dernier point, et ça enchaînera peut-être sur les choses, c'est qu'est-ce qu'on a retenu aussi de cet été? Où elles étaient les 450 ruptures? À 87%, on les a retrouvées dans des territoires, et je pointe là un sujet sensible, je n'ai pas de réponse, mais où on a été encore en gestion communale. Et on voit là effectivement la difficulté d'avoir accès à de l'ingénierie, d'avoir accès effectivement à une capacité. Et la question de la gouvernance, probablement, est un. Alors je sais que ça fait débat entre vous, je n'en doute pas, mais je ne peux pas non plus cacher ça. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des ruptures là où effectivement on avait eu du mal à investir dans le passé. Donc en gros, que font les élus et quelle est la taille minimale? Ça va être quoi? C'est ce que ça s'appelle la Comcom, ça peut être voilà, parce que c'est.
Le département ça, c'est pas à moi de répondre, c'est à vous de répondre. Il y a effectivement des territoires qui choisissent directement de la commune au département. Hein, je pense, par exemple, le territoire du Cantal. Il y a je vois la Haute-Garonne, ça fait déjà un moment qu'ils ont sur les territoires ruraux structurés à un niveau départemental. D'autres sont plus à la communauté de communes, mais il faut qu'on puisse avoir de l'ingénierie, qui est quand même aujourd'hui difficile en termes d'accès sur ces territoires-là, notamment l'ingénierie extérieure, et une capacité financière qui permette d'amortir, de pouvoir effectivement cofinancer. Aujourd'hui, le coût d'interconnexion sur les 400 collectivités, on en a passé 5%, c'est 50 millions d'euros de travaux qui ont été engagés depuis le 1er janvier. 50 millions d'euros de travaux engagés depuis le 1er janvier sur l'interconnexion. On a fait 5% des communes qui doivent se sécuriser. Et parfois, la question va se poser dans les territoires de montagne du coût disproportionné quand il faut 15 ou 16 millions pour 80 habitants, même si en été ou en hiver... Oui, il y a des arbitrages évidemment qui vont avoir lieu, hein, c'est inévitablement sur des coins évidemment extrêmement reculés. Nicolas Juillet, vous avez le micro là, parce que peut-être que vous avez envie de réagir tout de suite là, parce qu'on peut y aller. Ah non, c'est pas très sec, vous avez filé le bébé. Non, je croyais que... Ok, en anticipation, parce que je sais que le pouvoir de réaction aussi, donc Nicolas Juillet est assez impressionnant. Le plan haut, là, peut-être tous les deux, effectivement, qui rebat les cartes. Voilà, a priori, on espère qu'il va rebattre les cartes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, effectivement, donc, sur ce plan haut? J'imagine que la ministre y reviendra cet après-midi. Je pense que oui, mais le plan haut, c'est un vrai travail de planification. Je voyais à l'entrée tout à l'heure Vincent Hulin, ça a été travaillé effectivement avec l'ensemble des acteurs de l'eau, avec les présidents de comités de bassin. Je pense que le président Juillet reviendra tout à l'heure. Et ça répond probablement à peu près aux besoins de financement qu'on a face à l'adaptation au changement climatique. Voilà, sur du long terme. Donc ça répond effectivement à cette problématique-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas raboter les agences de l'eau. Ça, c'est formidable pour vous. Donc c'est très bien. On vous a même eu davantage de sous. Oui, alors à partir de la fiscalité locale, maintenant il reste effectivement cette étape-là à passer. Mais effectivement, ça ancre des moyens importants et probablement à la hauteur de ce qui est aujourd'hui nécessaire pour adapter les projets aux enjeux du climat. Et là, on est sur des multisolutions. Pour passer cette étape-là, on va avoir différentes solutions. Sur la gestion quantitative, on parle beaucoup, alors Sainte-Soline est très populaire dans la presse, c'est une des solutions. Les gens ne connaissaient pas Sainte-Soline, ils ne savaient même pas qu'il y avait une sainte qui s'appelait Madame Soline. Pas vu le village incroyable, maintenant dans les Deux-Sèvres, alors là, les gîtes sont pleins là-bas maintenant. Mais il y a plein de territoires comme ça à connaître. Malheureusement, celui-ci a été médiatisé sur des raisons, mais c'est probablement une des solutions. Sur le bassin d'Our-Garonne, on a fait adopter à la suite du plan eau les conditions dans lesquelles on est prêt à mettre en œuvre ces retenues, c'est-à-dire une gestion publique. Et ça nécessite effectivement, si on n'a pas sur ces sujets-là une mobilisation des élus, il est peu probable que ces projets-là émergent. Et ils doivent être multi-usages, ils doivent être pensés effectivement avec un remplissage plutôt des nappes de surface, parce que d'abord, on ne connaît pas toujours très bien les nappes profondes et qu'il faut peut-être réserver les nappes profondes plutôt pour de l'eau potable parce que la qualité est sécurisée sur du long terme et que ces nappes effectivement de surface ou les rivières ont plutôt vocation effectivement à remplir ces sujets-là. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement le remplissage des nappes. On le voit, le rétexte, le retour d'expérience de cette année 2022 et cet hiver sec, c'est que les nappes ont du mal à se remplir. Et là, on expérimente également en Haute-Garonne. Le président Vincini du département a communiqué dernièrement sur ce sujet-là. On expérimente le recharge des nappes à partir on inonde des zones humides pour effectivement mieux imprégner. Alors, en travaillant avec le BRGM, c'est l'une des solutions. Tout ce qui est aussi les zones humides. Le bassin d'Our-Garonne, c'est 3 millions d'hectares de prairies naturelles et permanentes. 3 millions d'hectares. C'est 7 milliards de mètres cubes stockés. C'est deux fois plus que le stockage dans l'ensemble des barrages présents ou des retenues présentes sur le bassin d'Our-Garonne. Donc c'est le sol qui fait le travail. 7 milliards de mètres cubes qui sont restitués chaque été ou chaque période de d'étiage au milieu. 7 milliards de mètres cubes. Si on perd ça, vous êtes incapable de sécuriser l'eau potable sur un bon nombre de territoires. Donc il y a un enjeu d'aménagement du territoire, il y a un enjeu de politique économique, parce que derrière, aujourd'hui, je n'oublie pas que ce que nous donnent les chiffres de la Chambre d'agriculture et de la PCA sur le territoire d'Adour-Garonne, c'est 15% déjà sur les 3 dernières années de perte de l'élevage. C'est aujourd'hui des éleveurs dans les Hautes-Pyrénées qui refusent d'emmener les animaux au mois d'avril parce que l'eau n'a pas continué à recourir sur les cours d'eau et ils disent non, on s'est monté du fond, on ne s'est pas monté l'eau, c'est trop dangereux.
Donc tout ça, ça pose des questions d'aménagement du territoire, de politique publique, de savoir comment on va garder. Dans quelques jours, on va fêter la loi paysage, les 30 ans de la loi paysage. Ça concerne aussi l'aménagement du territoire. Et donc, ça, sans les élus de l'eau, mais aussi sans les élus de façon générale sur ces politiques-là, l'eau, ça touche aujourd'hui la politique d'aménagement public d'un territoire. Et c'est ça l'enjeu qui est derrière nous. C'est ça l'enjeu qu'on doit pouvoir mettre en œuvre et d'avoir des stratégies effectivement d'animation. C'est pareil, hein, sur des territoires aujourd'hui, parfois les efforts faits par l'agriculture, je pense à la Charente par exemple, sur le fleuve Charente, il y a 20 ans, on pompait 120 millions de mètres cubes par an. On en pompe toujours 120 millions de mètres cubes, sauf que l'agriculture a diminué de 30 à 35% sur ce territoire-là. Le tourisme a augmenté de 30 à 35% en termes de prélèvements sur la même période estivale. Et ça, c'est des politiques. Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique économique, l'une par rapport à l'autre? Comment on équilibre? Et ça, c'est un rôle des politiques et des élus locaux. C'est pas nous, l'agence, qui allons décider ça. C'est pas les comités de bassin seuls. C'est les élus en termes de cohésion des territoires. Qu'est-ce qu'on veut dans notre territoire et comment on l'anime et comment on privilégie une ressource qui est aujourd'hui parfois en tension, d'une activité, d'une ressource par rapport à une autre. Et ça, c'est des choix qui sont extrêmement politiques et qui se prennent souvent à l'échelon local parce que ça peut être très différent d'un territoire à l'autre. Donc l'eau, on l'entend très bien aujourd'hui, mais même depuis le début, égale aménagement du territoire. Les populations se sont toujours installées soit autour d'un point d'eau, soit autour d'un lac, soit autour d'une rivière. Ça a toujours été ça. Hein. Donc nos anciens, vous regardez de toute façon toute l'histoire depuis 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, etc. Ça a toujours été comme ça. Bien. Mais là, encore plus. Comme on avait oublié le quantitatif, encore plus. Les seuls mots qui comptaient, ce que je comprends parfaitement, hein, ça a été économie, développement, emploi, parfait. Et l'eau suivra. Alors que maintenant, non, c'est un peu cette inversion-là qui est nouvelle pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'élus. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire basculer gentiment. Dans le plan eau, peut-être un petit mot, alors je ne sais pas si vous êtes critique ou pas, parce que si vous prenez... Oui, allez-y Patricia, refilez le micro à Patricia avec plaisir, et après vous allez l'avoir Nicolas. Qu'est-ce que l'on peut dire quand même là-dessus sur le plan eau, avec le regard que vous avez... parce que bon, sur le... transformation du monde agricole dans le plan eau, j'avais peut-être pas mes bonnes lunettes, mais j'ai pas vu grand-chose, quoi, par exemple. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Nicolas Juillet pourra répondre d'ailleurs aussi là-dessus, mais même s'il y a eu plein d'efforts qui ont été faits, hein, on a bien compris, ça c'est autre chose. Et ben voilà, donc non, mais... D'abord, un moment pour se dire que dans le plan eau, il y a beaucoup de choses que la communauté de l'eau attendait depuis longtemps, oui. et dont il faut vraiment se réjouir, hein, notamment, par exemple, ça fait des années, alors parlons pas des plafonds mordants, etc., on en a déjà parlé, mais ça fait des années qu'on parlait de réutilisation d'eau usée traitée en se disant on est très en retard, il y a un gisement, etc. Donc là, il y a un signal quand même au plus haut niveau sur le fait qu'on va adapter la réglementation, développer la réalisation d'eau usée traitée. Il y a un signal sur la tarification progressive de l'eau, des tarifications intelligentes. Il y a un signal sur les clés et les sages. Alors ça, c'est un peu plus technique, on va dire, au sein de la communauté de l'eau, mais on est très loin d'avoir des sages partout en France et d'avoir ces lieux locaux. On a nos grands comités de bassin qui sont notre vertèbre, on va dire, sur la politique de l'eau, mais localement, on a besoin aussi de ces lieux de débat, de partage de l'eau, de gestion, et on est très loin d'en avoir partout des sages, des clés, etc. On ne va pas avoir que des comités départementaux sécheresse au moment où il y a des crises. Il faut travailler structurellement. Et ça, le plan eau prend une position là-dessus. Voilà. Beaucoup de sujets sur lesquels... Et puis la sobriété, hein, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on travaille de manière aussi concrète sur la sobriété en matière d'eau. L'eau n'était pas suffisamment chère jusqu'à présent pour qu'on travaille de manière vraiment volontariste sur la sobriété. Là, il y a une trajectoire, il y a un objectif de réduction de 10% des prélèvements. On sait que c'est une première étape, mais on demande à chaque filière, y compris agricole, de s'organiser dans cette optique. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses, et il faut quand même le reconnaître, qui étaient, je en liste que quelques-unes parmi les 50 mesures du plan eau, sinon on va perdre la salle. Non, voilà. Il y a des choses qui étaient quand même attendues depuis longtemps dans le plan eau, même si toujours normal de vouloir aller plus loin. La transformation du modèle agricole, elle se fera aussi par d'autres angles que celui de l'eau, hein, on le sait, c'est le rôle de la PAC, c'est le rôle d'instruments, mais aussi de lieux de définition politique. PAC, hein. Le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique l'an dernier, il faut maintenant que ça se mette en œuvre, qu'il y ait des suites concrètes.
Une chose que je voulais dire avant de rendre le micro, peut-être définitivement, comme on est sur les stratégies d'adaptation, le ministère de l'écologie a lancé une consultation sur la trajectoire d'adaptation de la France au changement climatique. Et ça, c'est un endroit qui peut paraître un peu technique, mais qui est très important. On choisit si on veut s'adapter à 3 degrés, 4 degrés, quelle est la trajectoire de référence qu'on prend pour l'ensemble des études de risque qu'on va faire sur les territoires. C'est valable aussi pour les services d'eau potable. Nous, dans notre Tour de France, on a rencontré assez peu de services d'eau potable, et là, c'est vraiment pour tendre la perche à Nicolas Juillet, du coup, qui se sont vraiment posé cette question de savoir comment j'assure l'approvisionnement dans 10 ans, dans 20 ans, 2050, fin de siècle, au regard du changement climatique, c'est-à-dire c'est quoi concrètement, parce qu'on a vu que la France n'était pas du tout homogène sur les conséquences du changement climatique sur l'eau. Concrètement, sur mon territoire, quoi les conséquences du changement climatique? La ressource dans laquelle je puise, comment elle évolue au regard du changement climatique? Quelle autre ressource il faut que j'aille chercher? Quel effort de sobriété, de lutte contre les fuites, de rétention d'eau il va falloir que je fasse pour m'adapter à cette ressource telle qu'elle va évoluer? Ça, c'est une démarche extrêmement importante qu'il faut absolument faire partout pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Voilà. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Mais... Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est important. On attendait quand même ce plan eau. Inévitablement, il sera imparfait, ça on le sait. Mais peu importe. Oui, non, je reviendrai un petit peu peut-être sur l'agriculture. Ça tombe bien parce que Nicolas Juillet, notre président du comité de bassin Seine-Normandie et président du syndicat des eaux de l'Aube, avec donc le SDDEA, ça c'est son petit nom merveilleux. Je veux dire syndicat des eaux de l'Aube. Hein. Ça peut vous aller. Donc c'est parfait. Alors syndicat quand même 275 000 habitants sur l'eau potable, sur 305 000, on va dire personnes aujourd'hui, mais enfin ça se raccorde de plus en plus aussi de votre côté, 15-20 000 en plus qui vont arriver. On est sur un territoire quand même avec 15 habitants au kilomètre carré, si on fait une moyenne. Un peu plus en moyenne. Bon, allez-y, prenez le micro parce que là, ça va être. Donc, on a bien compris, un peu plus en moyenne. Vous avez quoi 90% des captages? Dites-nous un petit peu quand même que l'on comprenne le périmètre. Parce que votre expérience est intéressante, donc c'est pour ça que je pose un peu le décor d'abord. Mais bonjour à toutes et bonjour à tous déjà. Alors, l'Aube, je peux apporter ce qui s'est fait dans le département de l'Aube. C'est pas forcément quelque chose qui peut se faire partout. Non, mais on reste toujours très prudent quand on me demande des conseils. On peut relater l'expérience qu'on a. Après, les conseils, c'est toujours compliqué. On a la chance dans le département de l'Aube, et Pascal Sokolov le sait bien, puisqu'il en a été le directeur, c'est qu'on a un syndicat départemental qui a été créé il y a 80 ans, qui était un appui aux collectivités locales pour la gestion de l'eau en particulier, qui a pris des compétences petit à petit assainissement, qui a pris la compétence des moustications, qui a pris la compétence GEMAPI, et donc un accompagnement des communes sur l'exercice de leurs compétences eau. Et la loi NOTRe, les schémas départementaux de coopération intercommunale ont fait que, avec les services de l'État, l'ensemble des élus du département ont fait le choix de dire demain, c'est le syndicat des eaux qui doit porter la compétence eau potable. Les autres compétences liées à l'eau potable, l'assainissement et l'eau, je ne veux pas le répéter, et surtout travailler aussi sur les milieux et la GEMAPI, puisqu'à ce moment-là, l'ADDT ne travaillait plus sur le plan technique, il n'y avait plus de techniciens qui travaillaient dans les services de l'État sur le plan technique, et nous on s'occupait du point administratif des syndicats. Donc c'est là qu'on a commencé à faire évoluer la structure. La loi NOTRe est arrivée, transfert de compétences, et on a une préfète qui a dit, puisqu'il y a des transferts de compétences, je dissous au 1er janvier 2018, donc un an avant la loi, 65 syndicats intercommunaux d'eau potable, du syndicat de rivière au 15 syndicats de rivière, des syndicats d'assainissement, je dissout tout et tout le monde transfère au syndicat départemental des eaux. Donc un vrai Big Bang dans l'organisation technique et politique, puisque de prestataire de service, quelque part, on devenait maître d'ouvrage. Donc ça a été un élément fort. Ouais. Et tout de suite, en 2017-2018, je me suis dit, mais on a des investissements considérables à faire, et on le voyait, pour des interconnexions, pour un certain nombre de choses. Mais est-ce que l'argent qu'on met aujourd'hui et qu'on va mettre demain sera résilient sur la durée des amortissements? Alors c'est bien là que vous avez 80 à 100 ans. Donc on a dit on va mettre en place la stratégie 2100. Alors certains m'ont regardé en me disant il est complètement donc SDDEA 2100 ou Observatoire 2100. Mais on a créé un observatoire de l'eau. On s'est rapproché du BRGM en particulier, et on a travaillé aussi avec le Pyrénées pour dire quel peut être l'état de nos ressources en eau, quantitativement, qualitativement, à l'avenir,
avec des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui très clairement. Et quand on disait on n'a pas connaissance de l'ensemble des prélèvements, on n'a pas connaissance des capacités du milieu, on n'a pas connaissance de ce qu'on perd comme eau. Et moi, il y a quand même un élément qui m'avait fortement, depuis longtemps d'ailleurs, perturbé, c'est qu'à chaque fois qu'on a une journée de crue de la Seine à Nogent-sur-Seine, donc on est en amont 100 km de Paris, à 200 mètres cubes secondes, l'été elle est à 20 mètres cubes ou 25, une petite, avant la crue c'est 100, si on est à 200, ça veut dire qu'en une journée, grosso modo, le débit de la Seine, ça couvre tous les besoins en eau potable du département, et une deuxième journée, ça couvre tous les besoins pour l'eau agricole. Et puis après, sur l'eau industrielle, c'est un peu différent, parce qu'on a la centrale de Nogent, donc qui en prélève beaucoup, mais qui en rejette beaucoup aussi. Donc, à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que... et on a les barrages, on a quand même les barrages réservoirs. Donc, mais en 2018, plus de 400 mètres cubes secondes de crue avec les barrages réservoirs qui étaient remplis. Donc, avec le PTB Seine-Grand-Lac, et en particulier chez nous, le réservoir Seine et le réservoir Aube. Donc, l'idée a été de dire, il faut qu'on travaille sur l'ensemble des territoires, et en particulier à l'amont des territoires, pour des solutions sans regret. Les solutions sans regret, c'est de la désimperméabilisation, c'est de la déconnexion d'un certain nombre de réseaux d'eau pluviale pour que effectivement on puisse travailler. Et puis après, travailler avec l'agriculture, avec la viticulture, pour que effectivement toutes les problématiques de ruissellement et d'érosion qui portent préjudice à la qualité de l'eau puissent s'améliorer. On a un élément aussi, puisque le PTB Seine-Grand-Lac est très présent, et le président Ollier, en discutant avec lui, m'a dit, moi ce que je souhaite, c'est que on est moins d'eau à Paris en période de crue. Ben, j'ai dit, ça tombe bien, on va essayer d'en garder le maximum chez nous pour pouvoir l'amener l'été. Et là, on est sur un travail complet de l'ensemble du territoire. On était à Orléans, au BAGM, il y a une dizaine de jours, avec l'ensemble du conseil d'administration du syndicat, pour faire le point justement avec le BAGM et l'évolution des besoins qu'on peut avoir pour mieux calculer l'ensemble de nos besoins. Alors, c'est le département de l'Aube et environ 30 km autour. Mais on voit bien, aujourd'hui, on a des questions d'un certain nombre de collectivités autour de nous qui nous disent, ben, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à réfléchir ensemble? Parce qu'on voit que les problèmes se posent, et en particulier avec nos voisins de la Côte d'Or et toute la tête de bassin de la Seine, où il y a eu un gros travail de fait, entre parenthèses, sur les têtes du bassin de la Seine et de l'Armançon, avec des interconnexions depuis longtemps. Et ce qu'on peut dire, c'est que le travail qui a été fait, par exemple, par le Sésame, donc là, je sors complètement du département, un travail remarquable depuis une vingtaine d'années d'interconnexion, de sécurisation. Ils ont fini leur plan de sécurisation en juin 2022. Ils n'ont eu aucune collectivité qui a manqué d'eau. Ouais. Alors qu'avant, il y avait des collectivités très clairement qui manquaient d'eau. Il y a des zones où il y en a, des zones où il n'y en a pas. Il fallait faire des interconnexions. Et l'autre point, c'est qu'il y a une commune, il me semble que c'est Semur-en-Auxois, qui n'était pas dans le schéma, avec de l'eau pas chère, parce qu'eux, ils arrivent à de l'eau à 4 € du mètre cube, avec de l'eau pas chère. Et le maire a dit, on rejoint le Sésame parce que ça va nous sécuriser et on est sûr derrière de pouvoir travailler sur le long terme. Donc je crois que c'est vraiment cette appréciation du territoire. Il faut qu'on arrête le morcellement des services d'eau. Alors je dis pas que, c'est pour ça que je dis pas que l'exemple d'une autre sur un territoire aussi grand est nécessaire. Ça peut être un bassin versant, ça peut être un certain nombre de choses, mais il faut vraiment que les élus se réapproprient la gestion de l'eau, parce que souvent quand on parle d'eau, on fait des délégations de services publics. Chacun exploite comme il veut son eau. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce n'est pas la délégation de service public qui va s'occuper de la gestion de l'espace et de la gestion des territoires par rapport à la ressource en eau, par rapport aux problèmes d'érosion, par rapport aux problèmes de ruissellement et par rapport aux problèmes d'infiltration. C'est vraiment ces éléments-là qu'il faut rentrer en ligne de compte. Ouais. Et donc, en fait, est-ce que maintenant, pour adhérer à cela, parce que je vois très bien que vous faites quand même des petits localement, est-ce que c'est la sécurisation qui est le moteur numéro 1? Les gens comprennent comment... Alors, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a tout ce qui est infiltration et garder l'eau sur les territoires pour réalimenter les nappes, parce que ça, c'est la première base. Bon, nous, on a la chance d'avoir des nappes profondes sur nos territoires. C'est pas partout pareil, donc il faut adapter après au territoire. Mais chez nous, on a des nappes profondes, donc on peut garder de l'eau en sous-sol. On sait aussi que derrière, si on a des aménagements à faire, faut qu'il soit fait de manière concertée avec l'ensemble des opérateurs d'un territoire.
Et moi, et je l'ai dit au comité de bassin plusieurs fois, c'est qu'il faut que les territoires se soient bien appropriés les choses pour décider sur le territoire de ce qu'il faut qu'on fasse pour le territoire et ce qui est bon pour le territoire. Et ça, il n'y a que les élus qui peuvent être pilotes, avec les différents corps socio-professionnels, avec les associations, et qu'à un moment, dans les discussions qu'on a eues avec la ministre, dans le cadre du plan eau aussi, à un moment, il faudra aussi, je pense, que la justice évolue et que les juges évoluent dans leur démarche. C'est que des associations qui n'ont rien à voir sur un territoire ne peuvent pas non plus aller attaquer des décisions et des projets d'investissement sur le territoire qui correspondent aux SDAG, qui correspondent aux textes de loi et qui correspondent aux besoins d'un territoire. Parce qu'autrement, on n'y arrivera jamais. Sinon, en ce qui concerne les débits, donc minimum biologie, comment ça se passe chez vous pour les rivières? C'est la question qu'on a posée au BRGM il y a une dizaine de jours à Orléans, et sur lequel il faut qu'on travaille. Parce qu'on voit bien qu'on a des rivières qui, depuis longtemps, ont eu des assecs à certains moments sur des nappes de craie, des résurgences de craie, et qu'au bout de quelques kilomètres, ces rivières-là ne tarissent pas. Donc, à un moment, est-ce que... et il n'y a pas forcément de prélèvement agricole ou prélèvement d'eau potable sur ces têtes de bassin-là. Et c'est de dire, ou s'il y a des prélèvements en eau potable, de dire, si on arrête les prélèvements en eau potable, est-ce que ça a un impact sur la rivière? Donc la connaissance, moi ce que je crois, c'est que la connaissance est trop limitée encore aujourd'hui sur l'ensemble de ces éléments-là, et qu'il faut qu'on puisse travailler. Alors c'est des programmes de recherche, c'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est la seule condition pour qu'on puisse, dans le futur, avoir des débats sereins en disant, voilà, cette portion-là de rivière, on sait que 3 années sur 5, elle sera à sec, parce que à 50 cm près, elle déborde ou il n'y a pas d'eau. Et sur telles autres portions, on aura effectivement une qualité qui sera importante. Et je me rappelle d'une réunion il y a 25 ans peut-être sur les premières bandes enherbées, en proposant dans le secteur de la Côte des Bas, le secteur du Champagne, de faire des bandes enherbées le long d'une petite rivière. Et les agriculteurs qui étaient présents disent ouais, mais ça ne sert à rien, elle est à sec moitié de l'année. Et le garde-pêche qui était là dit mais si, au contraire, elle est à sec, il y a de l'herbe qui pousse, il y a des insectes qui se développent, et là, les truites remontent pour frayer. Et donc, il y a une qualité d'alevin qui est importante, et les alevins dévalent, et de truites dévalent, et peuvent s'implanter. Et si vous ne protégez pas la tête de la rivière, les 5-6 km de tête de rivière qui est à sec, effectivement, les 3/4 du temps, on n'aura plus ces reproductions de truites. Donc, c'est bien la connaissance du milieu qu'il faut avoir, et la mise en commun de l'ensemble des connaissances. Donc, comprendre pour agir, c'est votre ligne, c'est ça agir sans comprendre, ça peut être intéressant, on connaît des cas. C'est ce que font certains, c'est pour ça que ça va bien. J'ai une bonne liste là-dessus, voilà. Et donc, effectivement, le penser, le fameux, effectivement, penser global et agir local, ça vous va parfaitement. C'était pas d'ailleurs René Dubos au départ, il l'a repris, René Dubos, quand il a... Mais je crois que c'était le créateur des Amis de la Terre qui avait dû sortir cette phrase-là, le premier. Bon, bref, peu importe. Mais ça vous va bien localement, quoi. Donc, moi, ça va bien localement. Et alors après, si je transpose au niveau du comité de bassin Seine-Normandie et du travail qu'on a fait depuis un certain temps avec Patricia Blanc, avec notre directrice actuelle, et avec l'ensemble des partenaires, c'est effectivement, et quand j'avais proposé, avant le 11e programme à Patricia Blanc, de dire qu'il faut qu'on fasse des contrats territoriaux eau et climat, où chaque territoire pourra définir ses priorités, ses besoins, et à l'agence de les accompagner. Alors Patricia, à ce moment-là, m'a dit, président, vous nous facilitez... Enfin, j'étais pas président du comité de bassin, j'étais président de la C3P. Et elle me dit, vous nous facilitez pas la tâche, parce que comment on va pouvoir évaluer les choses et comment on va pouvoir instruire les dossiers. Et je lui ai dit, ça sera au maître d'ouvrage de démontrer que ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment la solution pour leur territoire. Et on voit aujourd'hui, ça a été accepté par les services de l'agence, par le comité de bassin, par le conseil d'administration. On voit aujourd'hui que pratiquement tout le territoire du bassin Seine-Normandie est aujourd'hui couvert par des contrats eau et climat, qu'on donne de la vision aux élus, aux associations, aux organisations professionnelles pour dire sur 3 ans, sur 6 ans, on peut avoir ces financements-là et on peut se projeter. Et on a vu aussi qu'avec le plan de relance, avec un certain nombre d'autres actions qui ont été menées, on a pu augmenter un petit peu aussi les taux de subvention, ce qui était à 40, on a pu le passer à 60. Et là,
ça a vraiment eu un effet significatif sur les milieux, sur la reconstitution des zones humides, sur tous ces éléments-là. Et on voit bien, et dans la préparation du 12e programme qu'on est en train de mener aujourd'hui, on a la lettre de cadrage maintenant. On a de la chance, c'est que la lettre de cadrage correspond quand même au travail qu'on a fait. Ça n'avait pas forcément été vrai il y a 6 ans, très clairement, et on redécouvre qu'en Seine-Normandie, on a voulu maintenir de l'aide à l'assainissement non collectif dans un certain nombre de secteurs, et la lettre de cadrage des ministres nous dit qu'on a raison. Donc, on a bien fait de ne pas lâcher il y a 6 ans. Donc, il faut que les besoins des territoires, et là, c'est les têtes de bassin, c'est les bordures de mer avec les rejets directs en mer, les problématiques de qualité d'eau en mer, qui sont importants et qu'il faut traiter. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien en traitement à l'ensemble de ces territoires. Nous, sur Seine-Normandie, la plus petite des grandes rivières, oui, avec la plus grosse métropole. C'est ça. Donc, voilà, si on ne travaille pas tous ensemble, de l'amont et de l'aval, on ne peut pas y arriver très, très clairement. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se fait plutôt bien. Alors, il y a toujours un peu de tension, bien entendu, mais ça, c'est obligatoire. Car les gens découvrent à peine qu'il y a un amont et un aval. Je ne parle pas dans cette salle, évidemment. Mais c'est ça, évidemment, qu'on est tous solidaires sur cette affaire-là. Ce qui ne va pas de soi, hein, c'est pas évident. Dans les choses parfois qui fâchent, là d'une manière générale, je ne m'adresse pas forcément donc à l'agriculteur que vous êtes, parce que je sais que vous avez planté des haies, vous avez fait plus de labour, etc. Bon, non, je sais bien, mais enfin, bon, l'exploitation est reprise par vos enfants, donc vous veillez dessus. Mais sur les volumes autorisés, est-ce qu'il n'y a pas parfois une espèce de course, c'est-à-dire, je vais dire, bon, attendez, comme je sais que je vais être restreint, je vais en faire un peu plus, quand vous allez m'en mettre un petit peu plus. Et est-ce qu'il y a parfois, il n'y a pas une spéculation autour de ça? Moi, je ne sais pas ce que l'on peut, que ce soit en Adour-Garonne ou ailleurs, pas du tout, donc sur ce thème-là. Enfin, c'est difficile d'arbitrer, quoi. Mais enfin, bon, on sait très bien que tout le monde est un peu malin, quoi, dans cette affaire-là, sur les volumes autorisés d'eau en agriculture. Qu'est-ce que vous constatez, sans fâcher la moitié de la salle? Donc, d'abord, il y a une loi. Oui, il y a une loi. Denis, vous faites référence au rapport de la Cour des comptes qui a sorti il y a quelques jours sur l'agence de l'eau Adour-Garonne. Ça fait partie des 5 préconisations. Un rapport qui d'ailleurs est extrêmement positif sur la gestion de l'agence. Ceci dit, c'est effectivement sur les volumes prélevables. Voilà. En Adour-Garonne, on a la moitié. Pour les agriculteurs, c'est la moitié à peu près des agriculteurs qui sont soumis à une redevance. Mais c'est 90% des volumes. Et la loi dit aujourd'hui que moins de 100 € et moins de 7000 m3, on n'est pas soumis à aller chercher. Et on n'a d'abord pas forcément les effectifs pour le faire, et pas soumis effectivement à aller la chercher. Deuxième point, c'est aujourd'hui, on fait des contrôles administratifs, et les contrôles, on n'est pas assermenté, on n'a pas de policiers, enfin, on n'a pas d'agents armés dans les agences pour aller faire des contrôles de terrain. Donc il reste effectivement cette problématique-là, et on la travaille avec l'OFB pour pouvoir améliorer effectivement un plan de contrôle avec des contrôles communs sur ce sujet-là. Ça fait partie aussi des améliorations qu'on est en train de travailler. Maintenant, on a quand même une vision assez juste des volumes. Le bassin d'Adour-Garonne est totalement couvert par des EUGC. On a une remontée. Alors certes, là aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, plutôt en fin de saison ou 6 mois après la saison qu'à l'instant T, c'est ce qu'il faut qu'on améliore, mais on a une revue quand même assez juste, je pense, couvert de Patricia, des volumes qui sont remontés. Je pense qu'on a été capable de les fournir dans les déclarations à un territoire ou une exception près, effectivement, que tout le monde connaît, sans vouloir stigmatiser un territoire plus qu'un autre. Mais voilà, sinon on a cet enjeu-là est quand même bien couvert. On a une connaissance assez fiable, y compris maintenant des assolements, et c'est des choses, y compris qu'on travaille avec une vision et une vérification par satellite, qui permet d'améliorer énormément la connaissance des assolements, des besoins de l'utilisation de l'eau et des réserves que l'on a. Et l'évolution avec Copernicus et la mission Copernicus, et puis les différents slots qu'on va avoir, nous permettent aujourd'hui d'avoir des ambitions nourries en termes de contrôle de ce côté-là et de meilleure connaissance. Mais effectivement, je pense qu'il faut faire attention, parce que parfois on peut mettre, et à la moitié
des prélèvements qui ne sont pas connus. On a quand même une connaissance des prélèvements globaux autorisés et des retours après expérience. Ça ne veut pas dire que tout le monde paye effectivement la redevance, mais parfois, quand on a moins de 100 €, le coût de faire payer une redevance va être plus important que ce que rapportera la redevance. Donc, en termes d'éthique, on peut quand même se poser. Et aujourd'hui, c'est ce que prévoit la loi en termes de cadrage, et on respecte la loi. Bon, en tout cas, le particulier sera toujours solidaire de toute façon en matière de redevance aussi sur ce sujet. Par contre, juste, dans le bassin, il y a les prélèvements agricoles, on en parle beaucoup, mais il y a aussi, parfois sur les territoires côtiers, des prélèvements effectivement qui se sont développés. Enfin, j'imagine que le tourisme reviendra pour le tourisme, mais aussi pour d'autres, des captages individuels de micro-entreprises ou d'autres qui ont été ou pas soumis à autorisation. Et là, en tout cas, en Haute-Garonne, je sais que le préfet Durand, en lien avec Alain Rousset, il y a un travail aussi important qui va être fait de contrôle, une stratégie de contrôle et de remise à jour de ces problématiques-là qui créent effectivement des disparitions. Alors, c'est vrai parfois dans le monde agricole. On sait que sur certains territoires, il y a eu quelques captages qui ont été faits sans demande d'autorisation. Mais c'est vrai aussi parfois chez les particuliers, sur certaines zones et dans des volumes qui ne sont pas toujours non plus neutres. On a les marchands de piscine qui sont en train de gueuler actuellement là, parce que c'était vraiment une vraie fête en 2021-2022. Et puis là, on leur dit il va falloir se calmer, etc. Et tout ça. Non, mais c'est vrai que j'avais entendu, je ne sais plus qui était le président du tourisme, pardonnez-moi, donc en région PACA, mais enfin, qui disait écoutez, on représente nous 4-5% des prélèvements d'eau, mais on fait 30% donc du PIB local. Alors Hervé, prenez effectivement ce micro. Merci beaucoup, chère Patricia. Donc, sinon, effectivement, en vous écoutant, enfin, les uns et les autres, on se disait que c'est un vrai truc de Shadok, parfois, notre pays. Pendant 60 ans, 70 ans, peut-être même plus, on a eu de cesse de renvoyer l'eau le plus vite possible à la mer. Ça a été ça dans notre pays. Bon, et maintenant, c'est l'inverse. Donc, tant mieux. Voilà, maintenant, effectivement, on va la retenir, et c'est une excellente chose. Mais ça a été ça. Cher Hervé Paul, alors là je m'adresse justement au maire de Saint-Martin-du-Var, 3500 habitants. Je m'adresse aussi, donc, quand même... pardonnez-moi, donc bien sûr le vice-président de la FNCCR, mais aussi donc, de la métropole Nice-Côte d'Azur, en charge de l'eau. Bon, alors la peur de manquer, ça c'est un grand classique, c'est ce qui fait mal bouger les gens en général. Mais alors, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, quand même? Parce que là, maintenant, on est en train de rebattre les cartes. Sécheresse 2022, on a compris. Il a plu il n'y a pas tellement longtemps. Faites-moi part de la petite anecdote que vous avez entendue, là, il n'y a pas longtemps. Là, tranquillement, vous écoutiez comme ça d'une oreille distraite des personnes. Qu'est-ce qu'elles disaient? Parce que justement, il avait plu, donc, chez vous. D'abord, il faut savoir que le déficit pluviométrique sur le territoire des Alpes-Maritimes particulièrement a été très très sévère en 2022, mais aussi en 2023. Il n'a pas plu. En fait, le seul mois où il a plu, c'est le mois de mai. Et j'étais dans une salle d'attente et j'écoutais deux personnes, deux jeunes retraités, j'allais dire deux dames, qui discutaient. Et il y en a une qui disait à l'autre, mais mon mari n'en peut plus, il est obligé de passer la tondeuse tous les 3 jours, parce qu'avec cette pluie, l'herbe pousse, on n'en peut plus de cette pluie. C'est ça. Donc c'est assez formidable, ça fait 14-15 mois qu'il n'a pas plu. Et là, il doit passer la tondeuse tous les 3 jours. C'est un vrai drame. C'est un drame. C'était un drame. C'était très dur pour lui. Oui. D'accord. Non, mais voilà. Donc ça traduit peut-être. Alors, c'est pas une majorité. C'est pas la majorité de l'espèce, mais ça traduit quand même assez bien aussi parfois l'état d'esprit dans lequel nous naviguons, dans lequel vous essayez de faire évoluer donc les unes et les uns donc les choses. Quand même, bon, il y a ça, je sais que c'est quand même un de vos chevaux de bataille. La taille critique, ça a déjà donc été évoqué à plusieurs reprises. On l'a vu effectivement avec 87%, tout à l'heure on l'a dit, des communes, nous disait Guillaume, donc localement, donc qui ont été dans le dur. Voilà, donc vous dites, il faut peut-être arrêter de remettre en question en permanence la loi NOTRe. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème ? Alors, personnellement, le discours que je tiens depuis très longtemps, c'est de dire que le territoire français est très différent et que vouloir imposer un mode d'organisation unique à l'ensemble du territoire, c'est souvent des mauvais choix. D'accord. Parce que ça va être adapté à certains territoires et pas forcément à d'autres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on attend des services d'eau et d'assainissement qui soient efficients. D'accord ? Donc, à partir du moment où on a un service qui a choisi un mode d'organisation,
qui ne remplit pas les obligations légales et réglementaires, qui n'alimente pas en eau régulièrement sa population, qui ne respecte pas les rendements de réseau, qui délivre une eau qui n'est pas toujours potable, problème de bactériologie, problème physico-chimique. Comment peut-on maintenir ce type d'organisation de service alors qu'ils ne font pas le job? C'est ça mon positionnement. S'il y a une petite commune qui a son service, qui remplit toutes les obligations légales et réglementaires, qui a son budget annexe, qui a un budget sincère de l'eau, qui fait payer le prix au juste prix, c'est-à-dire que ce n'est pas l'impôt de l'entreprise qui est installée sur la commune qui finance le service d'eau à travers l'impôt. Moi, je dis, mais banco, chiche. Sauf que, à travers les dérogations à l'application de la loi NOTRe, on a maintenu toutes les dérogations dont peuvent bénéficier les communes, enfin les services d'eau, les communes de moins de 1000 habitants. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui avez fait le rapport. Mais je vois un peu à côté de chez moi. Alors sur le territoire de la métropole, on n'a pas manqué d'eau. Je reviendrai peut-être sur pourquoi on n'en a pas manqué d'eau tout à l'heure. Mais sur les communes qui sont de l'autre côté du trait, ben oui, il y a eu des ruptures d'alimentation en eau. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'investissement? Le prix de l'eau est dérisoire. Et surtout, les services de l'État n'imposent pas l'application de la loi avec la même rigueur que sur la commune d'à côté qui, elle, est dans le périmètre métropolitain. Et ça pose un problème. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une petite commune qui touche la métropole, mais qui n'est pas dans la métropole, j'ai le droit d'avoir une gastro 4 fois par an. C'est ça. Et ça ne dérange personne. Oui. Par contre, lorsque je suis de l'autre côté du trait, et là, c'est pas une anecdote, c'est du vécu. La création de la métropole d'Île d'Azur, ça remonte au 1er janvier 2012. D'accord ? Dans le territoire de la métropole, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a la bande côtière, littorale, qui est très urbanisée, 90% de la population à peu près sur 10% du territoire. Et puis il y a aussi le moyen pays niçois, et il y a les vallées de la Vésubie et de l'Atinée, et là on est en zone de montagne. La métropole gère quand même des stations de ski. Le superbe Mercantour. Tout le parc du Mercantour, frontalier avec l'Italie. Donc là, en termes de densité de population, il faut compter le nombre de chamois à l'hectare, c'est pas le nombre d'habitants. Hein. Ou le nombre de loups, histoire de loups, alors là, des loups, il y en a partout. Maintenant, c'est plus une anecdote. On lance ce sujet sur ils sont arrivés par chez nous, mais maintenant, il y en a partout. Alors, c'est 1992, par leurs propres moyens, ils n'ont pas été largués par des écolos, on tient à le rappeler. Plutôt la densité de marmottes ou de chamois, c'est quand même plus sympa. Il y a encore des bouquetins aussi. Donc, cette logique de bassin versant, on parlait tout à l'heure de bassin versant. Nous, on la connaît parce que ça fait partie de notre vie au quotidien. Les Niçois savent très bien qu'ils boivent l'eau de la Vésubie. Donc, quand on est dans la Vésubie, il faut protéger la nature parce que c'est cette eau qu'on va boire. Donc, cette logique-là, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. C'est des choses qui sont bien connues. Demandez à un Parisien, l'eau que l'on a haute Paris, s'il sait que ça vient de l'eau de la Vanne, donc dans Lyon, entre autres, parce qu'il y a différents captages quand même autour de Paris. Enfin, mettons, on va prendre celui-là, il ne le sait pas. Globalement, il le sait. Chez lui, ils le savent. Et donc, je reviens à la création de la métropole. 2-3 juin 2012, donc 6 mois après la création de l'intercommunalité, le président de la métropole reçoit un courrier de la part du préfet, en disant, voilà, monsieur le président, je porte à votre connaissance un certain nombre de non-conformités sur l'alimentation en eau. Oui, intéressant. Alors, dans le hameau de Belvédère, tel hameau, on a un problème de bactériaux. Dans tel village de Saint-Étienne-de-Tidé, sur tel hameau, on a un problème physico-chimique, puisque on a des problèmes de gypse qui se dissout avec donc un peu d'arsenic. Dans tel problème, voilà, etc., etc., etc. Donc, je vous demande, dans un délai de 6 mois, de me fournir un plan d'action pour résorber toutes ces non-conformités. Voilà. Et 10 janvier, le courrier, je vous ai écrit le 3 juin, je n'ai pas reçu le plan, etc., etc., etc. Donc, évidemment, depuis, toutes les non-conformités ont été levées en matière d'eau potable, mais ça ne concerne que le territoire de la métropole. Et toutes les communes qui sont à côté, ça vient donc 11 ans après, elles ont toujours des systèmes d'eau qui ne correspondent pas à la réglementation. Cette application de la loi à plusieurs vitesses, oui, c'est quand même quelque chose qui, non seulement c'est gênant, mais c'est exécrable par rapport à la population. Parce que l'abonné, lui, il n'a pas choisi d'être dans la métropole ou pas dans la métropole. Mais est-ce qu'il a le droit de ne pas avoir la même qualité de service? Donc ça renvoie à l'organisation. C'est-à-dire que la petite commune de 40 habitants ou de 100 habitants, le maire, il veut garder l'eau parce qu'il a le sentiment que c'est un peu un pouvoir. Sauf que
c'est souvent le pouvoir de décevoir. Donc il faut aussi revenir à l'efficience. Je reviens sur ce mot qui me paraît fondamental. Les services d'eau et d'assainissement doivent être efficients. Alors là, effectivement, Nicolas Juillet disait, employait le mot, effectivement, que c'était tout à fait discriminant même là-dessus. Je ne vais pas vous lancer sur les comportements, parce que j'aimerais bien que vous ayez aussi du questionnement de votre part, donc à la fin de cette table. Non, elle est presque ronde, elle est presque semi-ronde. Sur les comportements, bon, il ne s'agit pas de stigmatiser les uns. On adore ça, les boucs émissaires. Donc en France, non, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Si, peut-être un petit mot quand même sur les limites de la technique, parce que c'est vrai qu'on est quand même très bon. Ça, c'est incontestable. On a des ingénieurs de haute volée dans énormément de domaines d'ailleurs en France. Hein. On s'est dépollué. Et de temps en temps, vous dites, ouais, alors c'est très bien, mais parfois ça déresponsabilise un petit peu les gens. Donc on essaye de rebattre les cartes maintenant avec de la responsabilisation. C'est vrai qu'on peut tout faire avec la technique aujourd'hui. Et on a en France des entreprises qui sont très performantes, qui sont implantées leaders au niveau mondial, hein, qui développent leur marché, leur business. Enfin, c'est normal, c'est leur job, hein, oui. Ils sont là pour ça. Mais qui développent aussi, alors pas de façon directe, mais par écho, en fait, un bruit de fond que je trouve très dangereux. De dire aujourd'hui, voilà, bon, on va faire des analyses dans l'eau qu'on prélève pour l'alimentation en eau potable. On va trouver des choses qui ne sont pas compatibles avec la consommation de l'eau potable. Pas de problème. On sait traiter. On sait traiter. On va vous construire une belle usine qui va coûter des millions d'euros. On va exploiter cette usine, donc qui va tripler le prix du mètre cube, hein, parce qu'il faut se dire aussi les choses. Hein. Mais pas de problème, vous aurez de l'eau pure, de l'eau parfaite. Moi, je pourrais même dire de l'eau géniale, parce que quand on connaît dans les superlatifs, on peut y aller. Hein. Et donc, on se dit, mais alors à quoi ça sert d'embêter les agriculteurs? À quoi ça sert d'embêter les industriels pour réduire la pollution des nappes? On a parlé du temps hein, qu'il fallait entre l'arrêt de l'aspersion de produits et le temps où on continue à les trouver. 30 ans, 40 ans après, vous les retrouvez. 30 ans, 40 ans. Et plus les Antilles, on parle de 200 ans hein, pour le chlordécone. Hein, donc, oui. Voilà. Donc, l'important, c'est quoi? C'est de savoir dépolluer ou c'est de se dire, écoutez, là, j'ai une aire d'alimentation d'un champ captant, d'accord? Ce périmètre-là, on le sacralise et on se dit que d'ici 2030, on est capable de ne plus mettre de produits qu'on va retrouver dans l'eau et qui sont incompatibles avec la consommation de l'eau. Ça nous fait combien en pourcentage les surfaces, en surface agricole utile, on va dire les zones de captage? On a estimé que les aires d'alimentation de captage représentent à peu près aujourd'hui 3% des surfaces agricoles utiles. 3%. Donc je ne dis pas, ce n'est pas 80% des surfaces agricoles, hein, c'est 3%. Sur ces aires d'alimentation de captage, si on décidait de changer de braquet, si on décidait de revenir au bon sens et de dire on arrête là-dessus, on sacralise ces aires-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on va faire autre chose comme production. Au lieu de faire ce qu'on a demandé à l'agriculture française et qui répond à la demande de produire beaucoup et pas cher. C'est la commande. Bien et sûr, les agriculteurs répondent à la commande. Donc moi, je dis que ce n'est pas la faute des agriculteurs. On dit sur ces aires-là, il y a d'autres types d'agriculture qui existent. D'accord ? On ne va peut-être pas chercher les rendements. On ne va pas chercher non plus une rentabilité de la location des terrains. Et d'ailleurs, dans le cas des assises de l'eau, le message sur le fait que ce soit les services d'eau qui fassent l'acquisition des terrains, hein, c'est-à-dire que le droit de préemption du service d'eau soit prioritaire par rapport au droit de préemption aujourd'hui des SAFER sur ces aires d'alimentation de champs de captage, c'est un message très clair. Et c'est du coup le service d'eau qui a la responsabilité de mettre en place un cahier des charges avec l'agriculteur qui va exploiter pour être sûr que sur ces aires d'alimentation de captage, on ne va pas mettre des produits qui seront nocifs pour la qualité de l'eau demain. C'est quand même pas... Alors, ça peut paraître comme une révolution, parce que, bon, on connaît le pouvoir des SAFER, on connaît... mais ça, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si c'est le service d'eau qui l'achète, après, vous allez être responsable. Parce que si après, ça passe par la SAFER, une fois que c'est vendu, terminé. Hein. Donc,
Mais lorsque le service d'eau achète un terrain, il en est responsable évidemment, mais en plus il sait lui les difficultés qu'il va y avoir à enlever les molécules qu'on va mettre. Donc lui il va être drastique et il va être au quotidien. La SAFER, une fois qu'elle a revendu le terrain à un agriculteur, elle n'a jamais exécuté le moindre contrôle. Enfin, ça se saurait. Hein. Oui. Enfin, excusez-moi, si vous l'avez vu près de chez vous, je veux bien venir faire des photos parce que là, moi, je veux bien franchement, ça n'est jamais arrivé. Je fais un reportage là aussi. Hein, et puis en matière de responsabilité sur la qualité de l'eau, le jour où on ira chercher les SAFER, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui seront passés. Hein. On est d'accord. Donc c'est fait. Donc voilà, c'est fait. Okay, très bien. On a parlé d'efficience, là on parle de bon sens. Non, bien sûr. Cette fois-ci. Ok, donc ça, effectivement, ça fait partie des possibles solutions. Et c'est pas forcément hyper compliqué en définitive. Je regarde l'heure. Là, on est bien, mais on était parti avec nos 10 minutes faciles de retard, peu importe. Je vous en prie, est-ce que vous souhaitez, parce que là, moi j'ai encore des tonnes de questions, mais c'est aussi les vôtres qui sont importantes, même sûrement plus. Donc je vous en prie, si vous souhaitez poser des questions à nos camarades autour de cette table. Alors après aussi, je sais qu'on a pas mal de collègues, amis et amis de la presse qui sont là. Donc je sais qu'il va y avoir tout à l'heure une petite table qui sera réservée aussi pour du questionnement de la presse, mais peu importe. Souhaitez-vous intervenir sur ce que vous avez entendu, expliciter des choses, partir formidable, tout est limpide, c'est absolument... je vous en prie, on vous passe le micro, avec grand plaisir. Merci, monsieur. Bonjour à tous, donc Olivier Chazal pour la société Blue Water Intelligence. Nous sommes une jeune société française qui œuvrons dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Pour information, le CNES, donc l'Agence spatiale française, a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui porte sur l'utilisation des données spatiales pour justement apporter des solutions d'outils d'aide à la décision pour les changements climatiques. Je remercie notamment l'agence Adour-Garonne avec qui nous avons échangé sur la mise en œuvre de l'utilisation de ces données pour répondre à des besoins des territoires. Aujourd'hui, les données géospatiales deviennent de plus en plus précises, notamment pour la gestion de l'eau, pour la gestion de la sécheresse. Et je voulais justement faire part un retour dessus où aujourd'hui nous avons des entreprises françaises qui ont des compétences poussées sur ces sujets. N'hésitez pas à faire appel à ces nouveaux outils qui permettent à vous, les collectivités locales, aux acteurs de régie, de pouvoir disposer d'informations quasiment en temps réel qui viennent... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous m'offrez là, par exemple? Moi, je suis une collectivité, allez, je suis à la tête de 4000 ou 5000 habitants, j'ai envie de savoir demain... Aujourd'hui, on est capable... Qu'est-ce que vous m'apportez de plus ou de différent? On est capable de vous offrir des outils de prévision à hauteur de une semaine, 10 jours, 15 jours, pour connaître à la fois vos niveaux d'eau dans vos plans d'eau artificiels ou locaux, mais aussi d'avoir un outil de gestion. Dire, attention, la sécheresse arrive. Comment mobiliser les acteurs du territoire? Et au fond, parce que là, le spatial voit la surface. C'est la surface. Et c'est là où des acteurs comme le BRGM, et c'est un appel du pied au BRGM, bien sûr, peuvent nous fournir aussi leurs données pour justement travailler en commun, pour fournir des outils aux collectivités locales et aux acteurs aujourd'hui qui en ont besoin pour répondre à ces besoins de sécheresse. D'accord. Parce que là, vous allez être bon en surface, on est bien d'accord, mais sinon, en profondeur... Il faut travailler avec tous les acteurs. Travaillons avec tous les acteurs, c'est une bonne réponse. Mais de toute façon, on sait très bien que ça vienne du ciel, puisque, souvenons-nous, il y a déjà quelques temps, quelques météorites sont venus donc bombarder cette naissance effectivement de ce globe terrestre, et c'est comme ça aussi. Les scientifiques sont encore un peu partagés sur cette version-là, mais quand même. L'eau est arrivée grâce aussi à des météorites qui sont venus bombarder donc la Terre. Mais il n'y avait pas de syndicat d'eau à l'époque, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait rien, il n'y avait pas un bistrot, non, c'était terrible. D'autres questions, je vous en prie, avec Bernard Varaquet. Voilà. Bonjour à tous. Oui. Je soulève un paradoxe. On a plus d'1 million de kilomètres de tuyaux d'eau dans ce pays. On sait qu'on va avoir beaucoup de mal à les entretenir à long terme. Donc moi, j'étais parti, avant l'été dernier, dans l'idée qu'il fallait qu'on réinvente un service public d'eau sans réseau pour les toutes petites communes, les hameaux, les écarts, etc. Et qu'on fasse, comme ça se pratique d'ailleurs dans certains coins des États-Unis, qui sont à très faible densité, où il y a des solutions rustiques locales, avec peu ou presque pas de réseau, mais un service qui est organisé à une échelle territoriale beaucoup plus grande avec des systèmes de capteurs à distance, de suivi à distance pour améliorer.
avec la sécheresse, quand on voit les fameuses 1000 communes qui ont manqué d'eau ou qui n'en ont pas eu, ou en partie pas, tout le monde est en train de dire qu'il faut interconnecter davantage. Donc je soulève le paradoxe, il va falloir à un moment donné qu'on fasse une étude pour savoir quand est-ce qu'on choisit l'interconnexion plus poussée et donc une solution d'investissement dans des tuyaux, et quand est-ce qu'on choisit au contraire d'y renoncer, mais en offrant aux gens qui vont être concernés un service public de même niveau, mais différent. Voilà. Moi, je raisonne comme ça en disant, tout ça, ça nous vient, ça a été reconnu au niveau européen avec la directive cadre, sauf que on n'en a pas pris la mesure. Et encore une fois, je vous parle de la France, où le nombre de gens qui ne sont pas raccordés au réseau public et le pourcentage est très très faible. Mais vous avez plein de pays européens où ce que nous connaissons, nous, pour l'assainissement, se retrouve aussi pour l'eau potable. C'est-à-dire des gens, vous avez le nord du Portugal, pour parler que ça, une bonne partie de l'Espagne, de montagneuse, la Grèce, tous les pays de l'Est, et même certains coins d'Allemagne. Et là, c'est d'actualité, parce qu'entre l'Espagne et le Portugal, c'est de se castagner, là, justement, sur ce sujet-là. Donc, oui, ça va recommencer, oui. Et ça va, oui. Ce qu'on essaye tout simplement, quand même, c'est quand même le MovePay, quoi. Vous voyez, donc que ce soit nous, entre bassins, etc. et tout, d'essayer d'éviter les petits conflits, les petites guerres de l'eau. On en a eu quelques-uns. Commencé par Sivens, d'ailleurs, un des premiers. Non, sûrement, avant au Moyen-Âge, on en a eu aussi, il ne faut pas exagérer. Mais ça a été, dans les plus rapides, ça a été d'abord Sivens dans le Tarn. Sainte-Soline, il ne s'est rien passé, donc on n'en parle même pas. Non, mais voilà, donc c'est ça qu'on essaye d'éviter. Et après, évidemment, on a 250 fleuves frontaliers quand même dans le monde, où c'est chaud bouillant, quoi, alors que ce soit depuis toujours, depuis qu'on est né, donc effectivement entre Israël qui a la main sur le robinet du Jourdain pour la Palestine, mais que ce soit l'Éthiopie, sur le Nil avec les différents pays, avec bien sûr l'Égypte, etc. Voilà, donc c'est ça, on essaye de limiter la casse les uns et les autres, et c'est déjà super bien, puisqu'on a réalisé que l'eau... Ah, dites donc, ce que disait d'ailleurs très bien Michel Serres, il me disait, tu comprends, la fin du pétrole, petit, c'est pas la fin du monde. En revanche, le problème de l'eau, là, ça peut nous amener évidemment beaucoup de tensions, voire des guerres. Bon, d'accord. Et c'était un homme de Garonne, Michel Serres, il était formidable pour ça. On était... allez, une autre question, je vous en prie. Oui, avec plaisir. Oui, Florence Denis-Pasquier, France Nature Environnement et membre du Comité national de l'eau qui suit les aspects quantitatifs. J'ai été un petit peu surprise par les propos de M. Juillet sur les recours d'associations qui ne sont pas du territoire. Nous, dans le mouvement, on a un certain nombre, c'est toujours porté par les associations locales de membres de France Nature Environnement, mis à part le cas de COSAD, parce que là, il y a violence sur militants. Voilà. COSAD, on est quand même dans une grave illégalité. On est en dehors de tout cadre légal. Et avec le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Un tout petit peu en force. Voilà, avec des condamnations pénales. Mais le barrage est toujours utilisé et les primes PAC sont visiblement toujours versées, même en situation grave d'illégalité. Je ferme la parenthèse. Mais il me semble que, Denis, une de vos questions n'a pas été bien répondue, notamment sur le surdimensionnement, le point commun. Je suis juristo de beaucoup de ces contentieux menés par les associations, soit d'environnement de pêche, vis-à-vis de l'état des milieux, c'est le surdimensionnement de certaines autorisations de prélèvement. Et je pense qu'il y avait une de vos questions. Guillaume Choisy a répondu sur les prélèvements qu'on ne connaît pas. Là, on est quand même sur l'application de la loi des volumes prélevables. Je vais prendre Irrigadour. Ça tombe sur votre bassin, c'est comme ça. Mais Irrigadour, l'autorisation a été annulée par France Nature Environnement Midi-Pyrénées pour surdimensionnement. Il y a un renouvellement, et là je relisais la critique de l'autorité environnementale, il y a 170 millions de mètres cubes déclarés à l'agence, et l'autorisation redemandée après une annulation pour surdimensionnement, c'est 270 millions de mètres cubes. Donc c'est vrai que la logique de la loi de 2006, qui était de réajuster les demandes de prélèvement à la ressource réellement disponible, n'est pas respectée. C'est-à-dire que le droit, là, est un outil de régulation des conflits à venir, parce que si on consomme plus alors qu'on devrait consommer moins, c'est quand même une des problématiques. Donc la question du surdimensionnement et donc de la juste appréciation de tous les besoins est quand même
essentiel dans le cœur du partage de l'eau structurel pour sortir de la gestion de crise au coup par coup. Donc ça, c'est une question où on espère que les mesures qui sont quand même pas à la hauteur sans doute des enjeux du plan eau disent qu'il va falloir faire ce travail sur tous les sous-bassins. Il va falloir aussi avoir une juste appréciation de tous les besoins pour que tout le monde ait de l'eau, y compris les milieux naturels. Merci beaucoup, Florence, à vous. Alors, oui, Guillaume. Oui. Ça doit aller. Alors, pour répondre, alors je veux bien répondre à la première question, enfin sur la question des zones. Est-ce qu'on fait du tout tuyau pour répondre? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'effectivement le tout tuyau sur l'eau potable soit parfois pas disproportionné sur certains territoires. Mais je pense que globalement, on a quand même un besoin aujourd'hui d'interconnexion. C'est le résultat du retour de 2022, c'est qu'on a quand même connu des points d'assec. Ce bassin d'Orgaronne, c'est 40% des rivières qui sont à sec, et quasiment la totalité de l'alimentation en eau potable, à part Bordeaux, sous couvert de l'élu ici présent, où on prélève en nappe. Sinon, on prélève effectivement en grande partie sur des rivières. Donc on a besoin de garder de l'eau, on a besoin de les sécuriser, on a besoin d'interconnexion, y compris pour des communes relativement importantes. Il se pose la question effectivement pour quelques territoires du coup disproportionnés, notamment sur des zones de montagne. Il faudra y répondre peut-être par d'autres systèmes. Là aussi, en Adour-Garonne, on a travaillé avec, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Denis, ce que je vous disais, on a travaillé avec des feuilles de route, bassin par bassin, pour avoir effectivement une réponse appropriée qui va nécessiter des investissements, pas que sur du stockage, mais sur tout un multiple de préservation de zones humides, recharge, etc. C'est les multiples solutions qui vont aussi permettre de sécuriser à terme les volumes d'eau pour l'ensemble de ces usages-là. Et il faut aussi les prendre en considération, il faut avoir une vision un peu plus globale des choses. Sur les volumes pour alors problème qu'on a peut-être eu tort en Adour-Garonne d'avoir une transparence et la mise en place de UGC très tôt. Moi, ce que je constate, c'est que sur le bassin, on a baissé de 30% l'irrigation quand sur le reste de la France, on a plutôt augmenté. On n'a pas diminué pour autant les surfaces, mais on a travaillé sur l'efficience, c'est-à-dire qu'on est plus efficace, et on a travaillé aussi sur les filières. Mais pour avoir parfois, et derrière c'est la question de l'autonomie alimentaire. Moi j'étais il y a 3 jours, j'étais avec des élus du Burkina Faso qui étaient très inquiets pour des raisons sécuritaires actuellement, et surtout pour des questions d'alimentation. C'est-à-dire que c'est l'un des 3 pays les plus pauvres dans le monde, sur lequel l'accessibilité à l'eau est posée, et sur lequel, par contre, on arrive à trouver effectivement des groupes qui investissent, européens, qui investissent pour faire des haricots verts bio qui sont importés. Et nous, on n'est pas autosuffisants, on en importe 55%, pardon, autosuffisance à 45% sur les haricots verts. Ça pose quand même une question de l'autonomie alimentaire de notre pays. C'est des choix politiques d'aménagement. Donc, est-ce qu'on accepte ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'une concurrence, est-ce qu'on accepte ça en termes... Moi, je ne suis pas contre les imports et l'exportation, hein. C'est la loi du marché. Mais à quelles conséquences sociales et environnementales ça doit se faire ? C'est à vous d'y répondre, hein, c'est pas à moi. Mais en tout état de cause, ça pose cette question-là. Donc parfois, oui, on a besoin, sur un certain nombre de choix alimentaires que l'on a à faire, mais peut-être qu'on a aussi besoin de se rééduquer dans nos modes d'alimentation. On a effectivement cette question-là, comment on produit ? Et parfois, pour produire, moi je vois, sur le bassin, par exemple, produire du soja, c'est très bien, parce que dans l'assolement, ça permet de diminuer énormément les pesticides, travailler avec du lin, travailler avec du chanvre, pareil. Mais parfois, on a besoin d'eau. Et besoin d'eau, y compris au mois d'août, parce que c'est avec des petites proportions, certes, mais un petit peu toute la saison. Donc tout ça pose des questions, effectivement, de filière et d'organisation du territoire. Maintenant, sur les volumes prélevés, sur l'Irrigadour, vous prenez un exemple très précis. Effectivement, c'est un OUGC qui a des volumes qui étaient effectivement très importants dans le passé, qui ont énormément diminué. On était à plus de 250 millions de mètres cubes prélevés. On est aujourd'hui à moins de 180 millions de mètres cubes. Même certaines années, on est descendu à moins de 160 millions de mètres cubes prélevés. Et on a diminué, on diminue effectivement ces prélèvements-là à due proportion. C'est ce que le préfet leur a encore dit hier après-midi, parce qu'on recevait les agriculteurs et qu'on prenait effectivement une réactualisation des chiffres basée sur 2020. Ce sera notifié au mois d'octobre prochain, et c'est sur ces bases-là effectivement qu'on travaillera. C'est aussi sur des territoires où, si on veut effectivement continuer à prélever, quand on est en déficit quantitatif comme sur ces territoires-là, il faudra aussi mettre en place le PTGE qui prévoit du stockage par de la réutilisation des eaux usées, par exemple. Là, c'est Mont-de-Marsan, où on va... Alors, c'est déjà commencé sur la géothermie. Il y a une deuxième phase qui se lance sur la station d'épuration de Mont-de-Marsan, où l'ensemble de l'eau
sera réutilisé, stocké et réutilisé effectivement. Et ce projet a d'ailleurs été, je le souligne, adopté à l'unanimité des acteurs du territoire, y compris les associations environnementales. Sur ce PTGE-là, je le souligne parce que tous les PTGE ne sont pas forcément médiatisés parce qu'ils ne sont pas tous conflictuels. Donc ce PTGE-là a été signé et va être lancé dans les prochains jours avec un objectif à terme de substituer 12 millions de mètres cubes de prélèvement l'été dans les rivières. Donc c'est quand même relativement assez significatif, qui permettra aussi de retourner à l'équilibre et sécuriser les prélèvements. Voilà. Après, attention, parce que c'est vrai que c'est quand même des territoires où on a travaillé, où on a effectivement une transparence des chiffres qui permet effectivement de les contester, de les travailler. Mais c'est aussi par là qu'on arrive à faire évoluer les choses. Et parfois, il faut aussi du temps pour adapter les filières qui sont derrière. Ça ne se fait pas en un jour. C'est des territoires où on était en monoculture de maïs depuis des années. Et là, aujourd'hui, sur ces assolements-là, ce qu'on leur demande par ces mutations-là, c'est de passer OK, ils gardent un maïs s'ils veulent, mais c'est une fois tous les 5 ans, globalement. Et derrière, il faut quand même produire, donc il faut trouver des filières, il faut l'organiser, il faut du temps, il faut probablement une dizaine d'années sur ces territoires en transition. C'est pareil sur d'autres territoires du bassin, donc c'est pas le seul territoire, on a 65% du territoire qui est concerné aujourd'hui par 88 PTGE en Adour-Garonne, et ils sont tous dans cette dynamique de mutation-là. C'est un travail colossal, et là aussi, si vous, élus, vous n'êtes pas là pour parfois avoir un rôle d'animation, de contrôle, de faire évoluer, de faire avancer les choses à partir d'un diagnostic et de multisolutions, ça avance plus difficile. Le rôle d'animation, de toute façon, il est fondamental sur le territoire. Patricia Blanc. Oui, peut-être juste un point de clarification, parce que j'ai peur de ne pas avoir été très clair tout à l'heure. En fait, il y a bien 2 choses dans ces questions d'autorisation de prélèvement. Il y a vraiment, pendant la gestion de crise, la manière dont on gère les restrictions, quand on demande à l'agriculture de faire moins 20%, moins 30%, etc. Et là, on a, je pense, pas mal à gagner en efficacité, en anticipant, en déclenchant un petit peu plus tôt les restrictions et en adaptant les volumes autorisés, on va dire, en période de restriction, aux besoins réels des plantes, en fonction du cycle de croissance des plantes, et même parcelle par parcelle. Et grâce au compteur télérelevé, on arrivera à mieux adapter tout ça finement. Et puis, il y a les volumes annuels autorisés, les autorisations uniques de prélèvement, j'espère que je ne me trompe pas. Et c'est le point que soulevait Florence Denier-Pasquier. Et oui, dans un certain nombre de cas, on a sans doute eu des autorisations qui étaient supérieures aux besoins, ou en tout cas à la réalité de ce qui a été prélevé quelques années après, on s'en rend compte. On a fait progresser le cadre national sur ce sujet avec le décret de 2021 sur les volumes prélevables. Et je pense qu'on essaye de faire progresser localement avec des études. Alors, ça s'appelle HMUC, parfois, ça s'appelle autrement ailleurs. Des études de projection besoins-ressources pour résorber les déficits quantitatifs partout où il y en a. Et c'est d'ailleurs une des actions du plan Eau de dire on va résorber les déséquilibres quantitatifs sur la durée. Et dans les stages, vous avez aussi des calendriers de résorption de ces déséquilibres quantitatifs. Donc, il y a bien ces 2 sujets. Voilà, je voulais juste apporter cette précision parce que je n'ai peut-être pas été hyper clair dessus tout à l'heure. Voilà. On fait les uns les autres comme on peut, effectivement, au cours du filet de l'action de la parole. Donc, Hervé. Moi, toujours sur ce sujet, pour répondre à la question du tout tuyau, je ne vais pas spoiler l'intervention qui va être faite tout à l'heure par Séverine et par Félix sur la gestion de la ressource sur le territoire de la métropole, mais dire que si en 2022, je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas manqué d'eau, c'est parce que depuis la création de la régie, c'est-à-dire depuis 2010, on a investi plus de 200 millions d'euros pour faire de l'interconnexion. L'été dernier, les forages qui alimentent le village de Saint-Martin-du-Var, les pompes se sont retrouvées dénoyées. D'accord ? Sans interconnexion, c'était 3000 habitants qui se retrouvaient sans eau. Un mois après, le forage dans la nappe du Var se retrouvait dénoyé. Ils alimentent en général 5-6 000 habitants. Ça a duré pendant 3 mois, 4 mois. Si on n'avait pas fait l'interconnexion avec une nouvelle usine d'eau potable qu'on a créée sur le canal de la Vésubie, c'était à peu près 20 000 habitants qui se seraient retrouvés sans eau pendant 3 ou 4 mois. Donc ça, ce n'est pas la fatalité. Parce que si on était resté à l'échelle de petits syndicats de communes, ces travaux-là, on n'aurait jamais pu les financer et on aurait entendu parler du territoire de la métropole. Parce qu'on n'aurait pas parlé de la métropole, on aurait parlé des territoires du canton de Levers, ça. Mais voilà, donc ce n'est pas une fatalité. Et alors, sur les autorisations de prélèvement, et ça fait le lien, c'est-à-dire que si je ne prélève que les volumes que je consomme régulièrement, dans la notion de maillage, lorsque j'alimente en secours, si je n'ai pas des autorisations de prélèvement qui me permettent d'assurer
l'alimentation normale du périmètre, plus en secours l'autre périmètre, ben ça ne sert à rien de faire des tuyaux. Si j'ai les prélèvements, si j'ai une autorisation de prélèvement qui me permet de satisfaire que les besoins de l'alimentation en temps normal, il faut bien que les autorisations de prélèvement soient bien supérieures pour permettre d'assurer le secours lorsqu'on a une difficulté sur un point d'eau. Donc voilà, là aussi, c'est pas du bon sens, c'est juste la compréhension du fonctionnement du maillage et de l'alimentation en secours. Merci beaucoup, cher Hervé. Je vous en prie. Daniel, on va vous passer le micro. Notre femme du Nord, qui interviendra d'ailleurs aussi cet après-midi sur la question de la repolitisation, mais je vous en prie. Daniel Mamet. Je voudrais rebondir sur les propos d'Hervé Paul sur l'interconnexion, sur le rôle effectivement donc de secours, mais aussi sur le rôle de préservation des niveaux des nappes. Si on a une gestion anticipatrice et que l'on, sur mon syndicat, le Sidensian, donc nous sommes interdépartemental, sur 3 départements, on dessert 1 million d'habitants et on a une interconnexion de 200 km. Une interconnexion qui connecte nos principaux champs captants et on sait que donc sur 200 km, les conditions météo ne sont pas les mêmes et les nappes ne réagissent pas de la même manière à la pluviométrie. Et donc, on essaye d'avoir une gestion anticipatrice afin de préserver les niveaux dans les nappes, c'est-à-dire qu'on déconnecte un champ pour le laisser se reposer et on en utilise un autre qui n'a pas de souci de précarité ou de diminution de la ressource, de manière à pouvoir avoir une gestion dynamique des nappes et une gestion aussi de préservation de la ressource. Et puis il y a aussi le problème de la qualité. Je pense qu'on ne doit jamais dissocier quantité et qualité de l'eau. Et donc l'interconnexion sert aussi parfois à pallier à ces problèmes de qualité ou de traitement des eaux. Merci beaucoup, Daniel Mamet. Je vous propose de passer à notre deuxième table ronde, des retours d'expérience. Pardon, oui, allez, pardonnez-moi, je n'ai pas vu que vous aviez le micro. Attendez, on va y arriver, on va vous donner ça tout à fait comme il faut. Bonjour, je voudrais attirer votre attention sur ce qui me semble être, du moins ce que j'ai entendu, un trou dans la raquette. Ça fait un certain temps, et évidemment beaucoup plus assidûment depuis le printemps dernier, que je me suis penché sur l'explosion du marché du forage à destination des particuliers, des agriculteurs, des industriels. On est sur des taux de croissance à 300 ou 400% depuis l'été dernier. Je me suis intéressé à l'encadrement réglementaire des forages et j'ai interrogé l'ADEME il y a quelques semaines, qui ne m'a pas répondu, ça je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de me répondre, mais c'est une autre question, en leur joignant une réponse de la ministre à l'époque à une question d'un parlementaire qui date de 2019. La réponse officielle du ministère faisait apparaître un encadrement réglementaire totalement lacunaire, une absence de contrôle, une absence de capacité des services de l'État en charge de contrôler quoi que ce soit. Donc je pense, même si ça paraît un peu accessoire comme ça, que c'est une vraie question. Et je souhaitais vous demander aux uns et aux autres autant des évolutions réglementaires, des contrôles, des moyens mis à disposition des services de l'État pour faire leur travail, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui, ce qui vous semblerait opportun de faire dans ce contexte d'explosion. Je vous assure que dans tout le sud de la France, il y a même des boîtes italiennes un peu corsaires, pour modérer mes propos, qui interviennent dans des conditions totalement sauvages, non dérégulées, qui posent y compris la question de la sécurité sanitaire de ces forages qui sont mis en place aujourd'hui, c'est le Far West, c'est le Far West, et qui sont mis en place d'un point de vue n'importe comment. Donc, quelles sont les mesures qui vous sembleraient pertinentes de faire évoluer dans ce secteur-là? Merci. Merci beaucoup pour cette question plus que pertinente, qui n'est pas du tout anecdotique, non mais véritablement. Est-ce que nous creusons donc disons-le, les emmerdements de demain avec ça? La position qu'a défendue la FNCCR auprès du ministère, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une entreprise qui vient faire du vidage de fosses septiques, cette entreprise, elle est autorisée par la préfecture et elle est contrôlée. Une entreprise qui vient forer pour atteindre les nappes d'eau n'a pas besoin d'autorisation. Donc déjà, par similitude, on considérait que la moindre des choses, c'était de rendre obligatoire
l'autorisation par le préfet de chaque département des entreprises qui sont habilitées à faire des forages. Ça, c'est la première mesure qui met en responsabilité l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise, après, n'applique pas la réglementation, son autorisation tombe et elle arrête de travailler. Donc là, il y a un principe de responsabilité. Deuxièmement, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est au pétitionnaire, c'est le propriétaire du terrain qui vient faire un forage, qui doit aller en mairie déclarer les forages. Bon. Alors maintenant, c'est l'entreprise de travaux, a priori. C'est l'entreprise, mais elles ne le font pas. Je peux vous garantir que le nombre de forages qui ont été faits récemment sur ma commune, il n'y a personne qui... dans le registre, je dois avoir un forage déclaré, j'en connais au moins 200. Non, mais sans mentir, hein, donc ça ne marche pas. Ça marche pas. Et surtout, c'est rendre obligatoire aujourd'hui, à partir du moment où on fait un forage, la mise en place d'un compteur équipé pour la télérelève qui permette à terme d'avoir une vision. Parce que comment on peut gérer le temps de crise si on ne sait pas ce qu'on prélève dans la nappe? On connaît les prélèvements connus, enfin, on connaît les prélèvements connus, mais on sait qu'on a des tas de prélèvements qui sont complètement inconnus. On ne sait même pas quel est le forage et on ne sait pas combien il fore. Et évidemment, combien il pompe. Et évidemment, c'est dans les périodes les plus sèches, les plus chaudes, qui pompent le maximum. Donc, voilà, c'est incongru. Donc, comment après rattraper le stock? C'est-à-dire comment équiper tous les forages existants. C'est sûr. Ça, c'est une autre question. Mais sur les forages actuels, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui fait de déclaration. Allez, Patricia, un petit mot là-dessus. On a abordé rapidement le sujet dans le rapport. Alors oui, la loi climat résilience prévoit effectivement que c'est entreprise de travaux. C'était une des premières propositions pour essayer d'améliorer le taux de déclaration, on va dire, des forages. C'est plus le propriétaire, mais l'entreprise de travaux, vous nous dites que c'est pas beaucoup plus performant, donc il faudra effectivement tirer le bilan de cette disposition. On soulève la question, et notamment sur évidemment l'équipement de compteur pour mesurer les quantités. Il y a deux sujets, qualité-quantité. Hein. Il y a aussi ce problème de risque de contamination quand on met en communication la surface et la nappe dans des conditions qui ne sont pas forcément maîtrisées, et ensuite qu'on ne connaît pas la quantité d'eau correspondante. Oui, les connexions entre les nappes. Il y a ces deux sujets. Donc, quand même, une des difficultés, pour pas finir sur juste dire, même si je partage totalement l'ampleur de l'enjeu, et notamment avec celui des piscines individuelles, enfin on voit bien, et puis aussi tout un tas de maisons qui ont été déconnectées cet été de l'eau, et puis qui veulent peut-être sécuriser pour l'avenir en faisant leur forage. Alors, on est plutôt sur un domaine de particuliers, là, hein, à mon avis. On est plutôt sur de la propriété privée. Une des difficultés quand même à laquelle on se heurte, c'est que pour nous, on a voulu préconiser une campagne de contrôle en regardant, par exemple, les piscines individuelles, etc. Pas si simple d'aller contrôler sur le domaine particulier privé, quoi, hein. Voilà, on n'entre pas facilement comme ça, notamment pour les contrôleurs de l'OFB, chez les particuliers. Et donc, on se disait, hein, au moins dans le rapport, qu'on pourrait faire des opérations de pédagogie en annonçant des programmes de contrôle ultérieurs avec des sanctions ultérieures, mais en commençant un petit peu comme ça a été fait, je crois, pour les anciens fusils de chasse, en disant régularisez-vous, vous avez un an, si vous allez vous déclarer en mairie ou en préfecture pendant un an, ou 3 mois, je dis n'importe quoi, il y a amnistie, même si votre forage était illégal il y a 4 ans. En revanche, après, on ne vous garantit rien, contrôle-sanction. Voilà, je pense qu'il faut ce type d'opération un peu avec montée en puissance, mais c'est un vrai sujet, absolument. Bon, en tout cas, vous avez bien fait de le sortir. Merci à vous. Grand merci donc à vous toutes et vous tous.